Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Puisqu'il fait beau et puisqu'il fait chaud, retrouvons-nous. C'est les vraies voix de l'été. On vous accompagne comme tous les soirs de la semaine jusqu'à 19h pour débattre de l'actualité avec nos vraies voix, avec vous tous qui nous écoutez en vacances ou au boulot, qui êtes restés chez vous, qui avez bougé. Vous êtes tous les bienvenus à l'écoute de Sud Radio et notamment au 0826 300 300. Les vraies voix du jour aujourd'hui, on en a déjà deux en studio. Un sénateur centriste de Haute-Savoie. Nous sommes avec Loïc Hervé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Sénateur Union centriste, sénateur Nouveau Centre. Comment on dit? C'est ça, les Quelle deux. chapelle? Beaucoup de chapelles. Non, l'Union centriste qui regroupe tous les centristes au Sénat et le Nouveau Centre qui est mon parti politique. Et ben voilà, Union centriste et Nouveau Centre. Et de Haute-Savoie en tout cas, ça c'est Absolument. important. Autre chapelle juste en face, c'est celle de Nicolas Corato. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Fondateur du think tank Place de la République. On est ravis de vous retrouver tous les deux ce soir et vous serez accompagnés d'une de nos vraies voix du jour au 0826 300 300 depuis la côte Aquitaine, là où il pourrait y avoir quelques orages. Attention Abdelhak, bonjour à vous. Et bonjour, Mont-de-Marsan plus précisément. Ah oui, c'est vrai, Et là, un peu plus loin de la côte, Mais c'est pardonnez-moi. l'Aquitaine, vous n'êtes pas trompé là. Bah, c'est quand même l'Aquitaine, il fait beau ou pas? Ah ben oui. Ah, il fait super beau même, il y a un vent frais, on a tout ce qu'il faut. Vous On avez a tout une ce des qu'il faut. plus belles régions de France, nous, vous savez. Vous savez qu'il y a beaucoup de régions de France qui disent la même chose, mais vous avez le droit de le défendre, en tout cas à Mont-de-Marsan. Vous avez eu des vacances ou pas? Non, pas encore, je suis artisan. Par contre, pour parler de la France, je voudrais dire aux gens, j'ai fait 31 pays, j'ai calculé, où j'ai voyagé. Le plus beau pays du monde, et de très loin, c'est la France, par sa variété, son climat, sa qualité de vie. De très très loin, c'est le meilleur pays. Il y a juste les Français qui ne le savent pas, quoi. Mais d'ailleurs, on y revient toujours, malgré tout, même quand on en voit d'autres des pays, ça c'est vrai. Merci beaucoup Abdelhak. Restez avec nous parce qu'on va débattre avec vous trois ce soir sur Sud Radio. Au programme, actualité chargée. Tiens, on va parler des arrêts de maladie. Est-ce qu'on prescrit trop facilement des arrêts de maladie, des arrêts de travail en France? Des milliers de médecins seront convoqués par l'assurance maladie qui les soupçonne parfois d'être un petit peu trop généreux avec ceux qui seraient un petit peu malade imaginaire. Est-ce vrai ou est-ce faux? On en parlera avec vous tous et avec un médecin. Tiens, un premier avis d'ailleurs, Abdelhak. Vous avez déjà pris des arrêts de maladie, mais non, vous êtes artisan. Si, vous en avez pris quand même. En fait, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit si parce que je suis salarié de ma structure. J'ai choisi ça par rapport à la couverture. Après, vous savez, j'adore mon pays. Je compare parce que j'ai des origines du Maroc et comme j'ai un élément de comparaison avec là où vivent beaucoup de membres de ma famille, j'estime qu'on a un des pays avec le meilleur amortisseur social, les meilleurs soins et au niveau du partage. J'ai toujours eu peur, ça fait 30 ans que je le dis, j'ai toujours eu peur que les abus finissent par venir à bout de cette solidarité au niveau de la sécurité sociale. C'est ça qui me fait peur, moi. Et c'est vrai que je le vois tous les jours. Et pour rien vous cacher, pour parler crûment, j'ignorais totalement combien coûtaient les médicaments pour quelqu'un qui était soigné pour un cancer. C'est le cas de mon épouse qui est décédée il y a 4 mois. Et je savais pas. Et c'est entre 8 et 10 000 euros par mois. Elle est décédée à 52 ans. Et pendant 51 ans, elle n'a jamais fait un seul arrêt maladie. Et voilà, alors je veux que les gens ils sachent que rien n'est gratuit. Ça coûte très très cher de soigner et qu'en abuser, ils peuvent pas faire plus de mal à notre système de sécurité sociale. 0826 300 300. Si vous êtes médecin, si vous êtes patient, si vous êtes en arrêt de travail ou pas, est-ce qu'on prescrit trop facilement ou pas d'ailleurs des arrêts de travail en France? Vous venez prendre la parole, on en débattra à partir de 17h30. On va faire le tour de table, le tour de l'actualité qui marque aussi le pays en ce moment. Mais tout de suite, je vous propose de rembobiner un petit peu l'actu. 3 mots dans l'actu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu. Aujourd'hui, on va commencer par le mot course. Les Français à l'heure des privations, puisqu'une baisse historique des dépenses alimentaires, de courses alimentaires des Français a été observée par l'INSEE. Autre mot, malheureusement, c'est le mot Eris, avec un nouveau variant du Covid qui arrive et qui toucherait 34% des infectés du Covid détectés en ce moment. Puis enfin, un mot un peu plus drôle, en tout cas, c'est celui des poneys. Sachez que les promenades de Vaux-Bambin à d'autres poneys dans Paris vont changer à la demande de certaines associations qui voulaient que la mairie de Paris respecte un peu plus le bien-être animal. On vous expliquera ça dans un instant. Mais tout de suite, le mot course, sachez-le, ce sont des chiffres de l'INSEE, un recul de 4,6% des dépenses alimentaires en 2022. Une décrue que l'INSEE n'avait jamais constatée ces 60 dernières années depuis qu'elle tient ces séries statistiques. On avait tendance à penser, Loïc Hervé, que l'inflation tendait à se calmer. Malgré tout, elle aura fait des dégâts. Elle fait des
dégâts très importants et c'est très grave cette nouvelle pour l'industrie agroalimentaire et pour l'agriculture française parce que de manière tendancielle depuis maintenant 40 ans, les dépenses alimentaires baissent en proportion dans les ménages et là on aggrave encore la situation. Donc pour tout ce qui est santé publique, alimentation, capacité des Français après le Covid, vous savez, on avait vanté les filières courtes, etc. On se rend compte en allant faire soi-même ses courses, qui est pour quelqu'un comme moi plus facile pendant les vacances que tout le reste de l'année. On se rend compte que vraiment dans les rayons, les prix ont explosé. Donc la conséquence, c'est que les Français ont fait des choix. Et des choix qui sont extrêmement conséquents en termes de... Et ils se sont privés. Quelle question, Nicolas Corato, est-ce qu'on aurait pu, comment on peut, limiter politiquement cet état de fait ? Il y a plusieurs solutions politiques. Ça dépend sur quel registre de l'échiquier vous êtes. Ou sur quel pied on danse. Mais on a connu dans le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, des prix réglementés sur des produits de première nécessité, notamment des produits alimentaires. Et je ne parle pas du début du XXe siècle, je parle des années 80, où il y avait certains produits réglementés. De la même manière, il y a aussi une solution politique qui est d'indexer les salaires sur l'inflation. Après tout, si les gens n'arrivent plus à faire leurs courses à un niveau normal, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont plus le pouvoir d'achat suffisant pour suivre le rythme effréné de l'inflation. Et puis on peut jouer aussi, si on est plus libéral, sur l'offre. On peut se poser des questions sur les responsabilités. Vous parliez des producteurs qui sont directement impactés parce que les prix augmentent mais les producteurs s'y retrouvent pas. Donc qui s'y retrouve ? Si c'est pas le consommateur, si c'est pas le producteur, il y a bien quelqu'un entre les deux qui fait du beurre. Et on sait qu'en France, on a une politique très favorable à la grande distribution, pour plein de raisons bonnes et mauvaises d'ailleurs. On a construit des géants internationaux sur la base de notre marché domestique, mais parfois aussi on le paye. C'est vrai. Et d'ailleurs, ces géants internationaux ne se portent plus aussi bien qu'à une époque. On peut parler notamment des déboires du groupe Casino extrêmement endetté. Je poursuis malgré tout ces trois mots. Rapidement, je le disais, vous avez un nouveau variant du Covid. On le dit assez rapidement, mais juste pour vous dire que vous risquez toujours de l'attraper et que pour les personnes à risque, il est important de se protéger. Ce variant s'appelle Eris, une souche EG5 repérée au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, il est déjà présent chez plus d'un tiers des personnes testées positives, selon le GZ, une base de données de référence. Et puis on termine par le poney. Alors je ne sais pas si vous avez des souvenirs quand vous étiez gosse, vous aussi vous faisiez les promenades à dos de poney. Oui, c'est possible. Bon, c'était possible depuis des décennies dans plusieurs parcs parisiens pour pas très cher, d'ailleurs 3,50 €. Eh bien, à la demande de certaines associations qui défendent la condition animale et aussi au terme d'une concertation, la mairie de Paris a décidé de changer ses pratiques. Pourquoi ? Eh bien, comme le disait l'une de ces associations, Paz, c'est son nom, Paris Animaux Zoopolis, Paz se bat depuis 2021 pour la fin de cette pratique archaïque. Une bonne nouvelle parce que ces promenades n'étaient dures pour les équidés dans des conditions difficiles, par une chaleur accablante, avec parfois des trajectoires intempestives. De leur côté, les entreprises qui s'occupaient de cela, notamment Animal Poney, se désolent, je cite, d'une décision prise par des intégristes antispécistes. Est-ce que c'est cruel ou pas de se balader à dos de poney ? Non, mais ça va durer longtemps, ces espèces de plaisanteries qui nous sont imposées par... qui décide de ça ? Je veux dire, franchement, on est en plein mois d'août voilà. Enfin, on peut traiter les animaux de manière tout à fait... correct, je crois qu'on débattra d'un sujet qui n'a à peu près rien à voir, mais qui touche en tout cas. On va en parler, c'est aussi pour ça que j'avais choisi aujourd'hui. À cette question du bien-être animal. Enfin, si demain c'est fait pour interdire les courses hippiques ou pour interdire d'autres choses, on voit bien quelle idéologie sous-tend tout ça, et c'est assez agaçant. Je crois qu'on n'en peut plus, il faut un peu lâcher... du lest sur ces questions-là. Lâcher la bride en quelque sorte, Nicolas Corato ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que politiquement, il y a plein d'autres choses à régler avant cela. Je suis tout à fait conscient que le bien-être animal est une cause tout à fait importante. Après, c'est bien aussi d'avoir des animations dans les squares, d'avoir des animaux au contact des enfants. La question, effectivement, c'est de savoir comment ils sont traités, mais s'ils sont bien traités, pourquoi interdire ces pratiques qui ont toujours rapproché les petits citadins d'un minimum de forme de nature ? On n'a pas tous la chance de vivre en Haute-Savoie. C'est clair, effectivement, et on n'a pas tous la chance d'y retourner, comme Loïc Hervé, dans quelques heures ou quelques jours. Quoi qu'il en soit, restez avec nous. La suite des Vraies Voix, c'est dans un instant. La disparition progressive des distributeurs habillés, un fléau que va dénoncer Loïc Hervé, puisque ça concerne aussi sa ville de Marnaz. Et juste avant ça, direction Marseille, avec les déchets qui s'accumulent à la gare Saint-Charles. Ça, c'est ce que vous avez peut-être lu
lu dans les médias, mais il y a une raison, c'est qu'il y a un mouvement de grève justement des salariés de l'entreprise qui devaient les ramasser. Eh bien, on sera avec le porte-parole de l'intersyndicale dans un instant, Kamel Djeffel, qui nous expliquera pourquoi. À tout de suite. Les vraies voix de l'été avec Abdelak au 0826 303 depuis Mont-de-Marsan. On vous a pas oublié, Abdelak, on vous donne la parole dans un instant. Loïc Hervé est avec nous, sénateur centriste de Haute-Savoie, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Tout de suite, direction Marseille, presque à la gare Saint-Charles. On retrouve notre invité. Bonjour Kamel Djeffel. Oui, bonjour, et excusez-moi pour le bruit ou le mauvais son, je suis sur le quai de la gare et c'est très compliqué. Écoutez, c'est pas grave, en tout cas, vous avez le droit de nous parler depuis le hall d'une gare. Si vous êtes sur place, d'une part, on vous le reprochera jamais, et puis s'il y a un peu de bruit, écoutez, c'est la vie. Vous êtes porte-parole de l'intersyndicale qui mène la grève au sein de l'entreprise Laser Propreté à Marseille. Des déchets qui s'entassent partout dans la gare Saint-Charles, ça ce sont les images qu'on a pu voir dans les médias. Quel est le point de départ de cette grève ? Écoutez, le point de départ de cette grève, c'est le non-paiement des salaires en totalité ou en partie pour certains, parce qu'il y en a certains qui l'ont reçu, mais tous les mois, donc si vous voulez, depuis plusieurs mois, ils ont une partie qui est retenue sans aucune explication, des primes qui ne sont pas payées. La deuxième problématique, qui là est encore beaucoup plus grave, c'est qu'on a des éléments à notre possession, des éléments graves, qui démontrent clairement que sur les marchés, notamment de la RTM, mais plus particulièrement de la SNCF, la société Laser doit communiquer obligatoirement la liste des salariés ainsi que le salaire aux clients. Et il s'avère qu'entre autres, sur la gare Saint-Charles, pas moins d'une dizaine de salariés sont déclarés alors qu'ils n'ont jamais travaillé, ils sont affectés sur d'autres sites. Là, le seul but, c'est là de monter et d'augmenter la masse salariale et le nombre de salariés. Donc vous êtes dans un conflit ouvert, si je comprends bien, et très dur et diamétralement opposé avec cette entreprise. Quelles sont les revendications de l'intersyndicale ? Mais écoutez, je parlerai surtout de doléances, on ne va pas jouer sur les mots. C'est de dire que contrairement aux autres conflits, ce n'est pas un conflit ordinaire. Il n'y a qu'une seule explication, à la limite, les infractions qui sont pénalement répréhensibles. La justice s'en chargera, elle a déjà été saisie à 14h30. Précisément, une plainte a été déposée en main propre auprès du procureur de la République par l'avocat de l'intersyndicale et des salariés concernés. Donc, sur des faits de fraude auprès de la CPAM, fausse déclaration, enfin bref, un tas de qualificatifs. Vous êtes allé en justice là-dessus, en tout cas. Voilà. Exactement. L'entreprise nous a assigné pour grève illicite et délit d'entrave au droit du travail. On est convoqué donc lundi, enfin un camarade est convoqué lundi à 9h. Mais on fait vraiment confiance à la justice. On reste très confiant quant à l'issue de l'audience. Donc, je suis obligé d'ailleurs, et vous le comprendrez, de donner la réponse de l'entreprise, puisqu'elle s'est défendue elle-même, et vous allez y répondre après. Elle explique que certains agents de nettoyage affectés sur le site de la gare Saint-Charles avaient cessé le 1er août de travailler sans formuler de revendication après avoir écrit qu'ils n'étaient pas en grève. Elle ajoute ensuite que devant, je cite toujours, l'inconséquence de leur position, ils ont prétendu dans un second temps que leur salaire n'était pas payé, et l'entreprise dit que ceci n'est pas exact, que tous les salaires avaient été payés à bonne date le 31 juillet. Ça, vous maintenez ce que vous avez dit, qu'ils n'ont pas été payés? Alors, si vous voulez, pour les auditeurs qui nous écoutent, ce que je vais vous dire, c'est assez particulier, c'est un terme juridique précis. En effet, si vous voulez, il y a une différence entre la grève, si vous voulez, sur le papier, entre la grève et la grève pour non-paiement de salaire. En effet, on reconnaît, et c'est notre droit, on a dit qu'on n'était pas en grève, mais en grève pour non-paiement de salaire. En grève, les jours de grève ne sont pas payés, mais en grève pour non-paiement de salaire, bon, c'est la même chose, en gros, pour les usagers et les auditeurs, le travail n'est pas fait, mais d'un point de vue juridique, c'est pas la même chose. D'accord. Pourquoi? Parce que pour la grève pour non-paiement de salaire, l'employeur est obligé non seulement de payer les jours de grève, payer le retard de salaire, il peut être condamné à des dommages et intérêts, ce qui est le cas dans ce cas précis. D'accord. Deuxième problématique, à l'instant où je vous parle, nous sommes sur le quai de la gare Saint-Charles. Vos confrères de BFM TV ont pu constater, nous avons fait venir un huissier de justice qui a relevé tous les noms des salariés, que ce soit du métro, du tram ou du port, ainsi que de la gare, en précisant chacun muni de sa pièce d'identité, disant « je suis gréviste »,
contrairement à ce qu'a pu annoncer la société laser. La société laser, si vous voulez, elle est dans la continuité du mensonge et de la calomnie. Elle ne fait que renforcer, si vous voulez, notre détermination à aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, c'est facile de dire, il ne suffit pas de dire on a fait venir un huissier qui a constaté le paiement. Le huissier constate qu'il y a eu des virements, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les salariés ont été payés en temps et en heure et juste, avec tout le montant qui revient. Et juste pour aller au terme de cette interview avec vous, si vous le permettez, Kamel Djeffel, vous avez dit nous portons plus des doléances que des revendications. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ce mouvement s'arrête, que vous repreniez le travail dans de bonnes conditions? Alors je vais vous dire, cher monsieur, il faut que les auditeurs, ainsi que vous-même, comprennent qu'il ne s'agit pas là de revendication de salaire. Vous faites plusieurs gains, parce que le touriste lambda, vous savez, j'ai vu que même la presse anglaise en parlait. Ouais. On a honte, si vous voulez, que notre ville, que notre gare, nous on est Marseillais, on est fiers de l'être. On a honte que notre gare, elle soit comme ça, à la veille d'une Coupe du Monde de rugby, à la veille d'un week-end de chassé-croisé très important. On aimerait qu'on parle de Marseille autrement que par les défaites et les conflits, les règlements de compte. Quand je dis les défaites de l'Olympique de Marseille. Il y a un match retour encore, ça on verra. Voilà, mais oui, on aimerait qu'on parle de Marseille pour d'autres sujets, si vous voulez, que Qu'est-ce qui ferait justement que ça rentrerait dans l'ordre? Je vais vous dire une chose, monsieur. Comme je disais, il faut que les auditeurs comprennent qu'aujourd'hui, la seule raison qui ferait qu'on reprenne, et on est capable de reprendre, c'est ce qu'on disait il y a moins de 10 minutes à la préfecture de police, mais on demande qu'une chose. Si la société laser affirme qu'elle a payé les salaires, on la défie de se mettre autour d'une table et de nous justifier. Nous, on a nos relevés de compte et on sait ce qu'on gagne. Donc, si elle l'a fait, qu'elle se met autour d'une table et qu'elle nous le dit. Par contre, s'il y a un plan social économique déguisé, comme c'est ce qu'on pense, nous, car 35 à 40 salariés au chômage, licenciés depuis quelques mois, nous, on considère ça comme un plan social économique déguisé. Nous, pour reprendre le travail, il suffit qu'on se mette autour d'une table, qu'ils nous disent, voilà, on vous paye vos salaires. Quant aux infractions qu'on les accuse d'avoir commis, pour lesquels donc ils ne daignent pas dire un seul mot sur leur communiqué, on laisse la justice, on leur fait confiance. Et je vous dis, encore une fois, on a déposé plainte à 14h30. Eh bien, en tout cas, ce sera dit et le message sera passé, en tout cas, sur Sud Radio. Kamel Djeffel, vous aurez eu le temps de le dire. Merci d'avoir pris un peu de votre temps depuis les gares de la gare Saint-Charles. Je rappelle que vous représentez l'intersyndicale de l'entreprise Laser Propreté Marseille, qui est en grève. Si jamais vous passez, vous arrivez en train à Marseille, vous verrez peut-être des déchets. C'est pas de la saleté ou autre chose, c'est juste qu'il y a un mouvement social, ce sont des choses qui arrivent, la suite devant les tribunaux. Je vous propose qu'on avance un petit peu avec le tour de table de l'actualité, direction la Haute-Savoie, parce que ce qui est arrivé à la ville de Loïc Hervé, rien à voir avec les poubelles de la gare de Saint-Charles, mais ça peut arriver dans beaucoup de villes de France. Vous n'avez plus de distributeur bancaire, vous aurez bientôt plus de banque. Ça y est, c'est fini. La dernière banque, le Crédit Mutuel, pour ne pas le nommer, quitte une commune de 6000 habitants. 6000. On parle pas d'un village de 100 habitants. Après que la Société Générale, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne ait quitté notre commune. Nous sommes une commune qui s'appelle Marnat, qui a 6000 habitants, qui a été reconnue par le gouvernement comme petite ville de demain. Donc c'est-à-dire pour laquelle le contribuable public, l'État, les collectivités locales investissent beaucoup pour conforter les commerces, les services publics, la relation aux habitants. Voilà, pour faire un centre-ville vivant. Oui. Et puis, à la cloche de bois, cette banque, qui est ma banque, le Crédit Mutuel, a décidé de nous quitter sans avoir aucune information, ni vis-à-vis de ses clients. Donc elle déménage pas, elle ferme purement et simplement. Ouais. Et elle renvoie ses clients vers le centre-ville de Cluse, qui est le cœur de notre agglomération. Combien de minutes de route? À 4 km. Ouais. Pour faire toute la partie de l'activité bancaire. Ce qui moi m'interpelle, c'est que on est tous à vouloir des centres-villes vivants avec des commerces. Il y a les services publics. La Poste avait déjà considérablement réduit ses horaires d'accueil du public. Et puis on commence à avoir maintenant des opérateurs privés qui vous disent que mais vous savez, quand vous avez 3 ou 4 clients par jour, ce qui est totalement faux. Mais c'est l'argument qui nous a donné. Ça sert plus à rien d'avoir une agence bancaire. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de numériser totalement la relation. Vous faites un geste dans le studio, mais on vous entend sans vous voir. On prend mon téléphone dans les mains pour le montrer. On va demander aux papis et aux mamies de payer avec leur iPhone plutôt que d'aller au distributeur. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi qui m'intéresse beaucoup aux questions numériques, en particulier au Sénat, la question du rapport au numérique, y compris au smartphone ou à une tablette, c'est fait pour des gens qui vont bien. C'est très difficile pour une personne handicapée, pour une personne âgée, pour une personne étrangère, qui ne maîtrise pas ces outils, de pouvoir avoir accès à ça. Et pire que ça, c'est
à l'inverse de toute la communication publicitaire, qui est celle du groupe Crédit Mutuel, qui dit qu'elle est une banque différente, qui dit qu'elle est une banque fondée sur le mutualisme. C'est pour ça que c'est une banque à laquelle je tiens. Et figurez-vous que quand j'ai dénoncé avec Madame le maire de Marnat cette fermeture, avec les élus, quand nous avons manifesté, cette banque a dit dans la presse que j'avais fermé les comptes de la commune dans cet établissement bancaire. Or, vos auditeurs le savent peut-être pas, mais une commune ne peut pas ouvrir de compte bancaire, donc elle ne peut pas en fermer. C'est le Trésor public qui gère les comptes des collectivités locales. Et donc là aussi, le dialogue semble rompu, malheureusement. Il est malheureusement rompu, et voilà, c'est un coup de gueule estival contre cet abandon de notre territoire. Et en un mot, Nicolas Corato, vous acquiescez? Oui, j'acquiesce, et puis je pense que l'exemple que vous donnez dans votre commune, c'est un exemple qui est connu et vécu par beaucoup de communes et beaucoup de maires. Et pas uniquement de petites communes rurales, il y a des grosses communes qui voient effectivement Marnat, 6 000 habitants. Une raréfaction. Il faut aussi faire la différence, et je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un débat politique sur le sujet. On parle beaucoup des services publics, mais il y a aussi les services au public. Une banque, c'est un service au public. C'est un service privé, c'est un service marchand, mais c'est aussi un service au public. Et quand une banque ou une compagnie d'assurance ou une autre activité quitte une ville, ça a des impacts importants. Et puis je rebondis sur la communication. Moi, effectivement, je suis très troublé souvent par les campagnes de communication des entreprises dites citoyennes qui ont l'humanisme à chaque bout de phrase et qui en fait sur le terrain, déshumanisent complètement leur rapport au service. Et la déshumanisation du rapport au service dans les territoires, c'est un sujet qui devrait être un sujet prioritaire sur la table du Parlement, mais aussi du gouvernement. Sans compter la revitalisation des centres-villes. Parce qu'on sait aider les banques. Je veux dire, l'État sait aider les banques. Et dans la dernière décennie, il les a beaucoup aidés. Il serait un peu temps que les banques s'en souviennent. 0826 300 300. Vous avez plus de distributeurs à billets, vous êtes les bienvenus aussi, venez en parler avec nous sur Sud Radio. Avant ça, on va parler des arrêts de travail. Vous êtes peut-être malade en arrêt de travail, vous pouvez aussi témoigner au téléphone au 0826 300 300. Est-ce qu'on en prescrit trop facilement en France? C'est la question qu'on va se poser avec nos vraies voix et avec notre invité Didier Dehaut, qui est médecin généraliste. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie, Abdelhak qui est avec nous depuis les Landes à Mont-de-Marsan. Bienvenue à vous toujours Abdelhak. On vous redonne la parole dans un instant. Tout de suite, on parle des malades, des médecins et des arrêts de travail. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le gouvernement a ouvert la chasse aux arrêts maladie. 42% des salariés en France se seraient vus prescrire au moins un arrêt maladie en 2022. Pour obtenir un faux arrêt de travail, certains employés se tournent vers les réseaux sociaux. 15 à 30 € pour un certificat, sans consultation. Sans attendre, j'ai annoncé dans le cadre du plan fraude une nouvelle campagne de contrôle sur la prescription des arrêts maladie. Fraude qui se chiffre de 6 à 8 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Selon la ministre de la Santé, 15% des arrêts maladie sont des abus. Bonjour, docteur Desmet, visite le contrôle d'arrêt de travail, monsieur. Quoi de neuf, docteur ? Quoi de neuf, docteur? On pourrait embrasser Bugs Bunny aussi. On aura entendu la musique de Roméo et Juliette et la voix de Bugs Bunny. Ça fait toujours plaisir. Le Bercy qui part en guerre contre les arrêts de maladie de complaisance. Je parle d'arrêt de maladie de complaisance entre guillemets. C'est l'expression qui est consacrée. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un phénomène qui est important? On en parle avec vous au 0826 300 300 et avec notre invité Didier Dehaut. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste libéral. Didier Dehaut, première question. D'abord, quand vous entendez ne serait-ce que l'expression arrêt de maladie de complaisance, qu'est-ce que cela évoque aux médecins que vous êtes? Un scandale total. C'est-à-dire de la part de ceux qui véhiculent l'idée que des médecins feraient banalement des arrêts maladie. Oui, je vois un monsieur déjà qui hésite, mais on pourra en reparler après, c'est le but de l'interview. Bien sûr, c'est le but du débat, vous allez en débattre avec nos vraies voix, justement. Ben voilà, donc je vois déjà des doutes, mais on va bien voir les arguments de chacun. Non, un médecin généraliste n'a pas et ne vit pas en 2023 d'arrêt maladie, à mon sens. Peut-être certains en sont de manière un peu trop facile, mais je ne pense pas que ce soit représentatif de la profession. Alors quand on entend ces chiffres, plusieurs milliards d'euros de fraude, est-ce que ces chiffres, vous considérez qu'ils sont extrapolés ? Franchement, aucune idée, parce que je ne connais pas les volumes qu'on peut dire
en masse financière. Alors, je vais faire appel à votre expérience directe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de croiser des confrères médecins, on ne dit pas collègues, mais confrères, dont il était connu, peut-être, pourquoi pas, dans la profession, qu'ils avaient l'arrêt de travail un peu facile ou pas du tout, de votre expérience à vous? Évidemment, bien sûr. Et c'est rare ou pas? Je pense que c'est un phénomène marginal et non pas un phénomène majeur, ni un mode d'exercice en 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est dit dans une espèce de volonté de destruction totale de la médecine libérale depuis 2012, avec des arguments successifs de quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est dans la continuité actuelle de vouloir détruire les libéraux qui font un métier extraordinaire tous les jours, chacun de son côté, qui prennent en charge quand même 80% des malades ambulatoires sur le territoire, qui couvrent 95% de la permanence de soins, contrairement à ce qui est dit, et qui sont libéraux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la maladie, pas de congé payé, pas d'assurance décès personnelle de... Ça, c'est les conditions de travail, effectivement, des médecins généralistes. Ça passe très mal d'entendre des pignoufades pareilles, permettez-moi le mot, mais surtout quand on sait d'où ça vient. Je vous accorde ce joli néologisme. Pignoufade, ça sonne très bien. On peut vous reconnaître quand même ça. Comment vivez-vous le fait que 5000 de vos confrères, praticiens, médecins, jugés, je cite, gros prescripteurs, ça veut dire qu'ils auraient prescrit davantage d'arrêts de maladie que leurs collègues dans les mêmes régions, dans la même période, et bien que ces 5000 praticiens aient reçu des courriers d'avertissement? Est-ce que vous pensez que dans ces 5000 praticiens, il y en a qui sont complètement innocents de ce dont on les soupçonne? On va, si vous voulez bien, garder la présomption d'innocence. Bien sûr. Donc, bien sûr, alors, il faut savoir que les modalités de contrôle ont changé là, en 2023. Avant, c'était les indemnités journalières repérées, d'accord, en contrôle, qui arrivait à partir du mois de septembre. À partir de cette année, depuis le mois de juin, ce n'est plus du tout ça. C'est lié uniquement au pourcentage d'actifs mis en arrêt de travail. Mais alors, on peut faire parler des chiffres comme on veut. Donc, si on est inactif, on n'a pas besoin d'arrêt maladie. Et encore, je pourrais vous en dire, parce que des inactifs peuvent en avoir besoin quand même pour préserver leur droit au chômage. Bon, mais ça, c'est encore un autre problème très complexe. Donc, dire que des médecins en 2023 vendent de l'arrêt maladie, écoutez, il y a des médecins conseils dans les CPAM. C'est leur métier aussi de voir les anomalies, statistiques. De se pencher dessus. Bon, j'étais à l'ordre des médecins, moi. Donc, je connais un petit peu les procédures de tout, de contrôle de sécu, etc. Et ces contrôles sont pointus? Bien sûr. Ça se fait par ordinateur. Vous savez, ils n'ont pas besoin de... Ils peuvent par ordinateur sortir les malades. Ils peuvent sortir les médecins qui veulent. S'ils veulent un nombre de médecins, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent sortir... tous les chiffres qu'ils veulent, en tout cas. Je vous propose qu'on avance un petit peu dans le débat. Vous allez répondre et échanger avec nos différents invités, si cela vous convient, Didier Dehaut. Évidemment, c'est le but d'une interview. Absolument. Loïc Hervé, vous étiez sceptique. Vous faisiez la moue. Il vous l'a fait remarquer, d'ailleurs, Didier Dehaut, au début de son propos. Bonjour, docteur. Et je trouve que le débat est très intéressant. Alors, pourquoi je faisais la moue? C'est parce que si on fait une remise en perspective historique, à la Libération... le Conseil national de la résistance fait qu'on va assurer les grands risques auxquels les êtres humains, les Français, ou ceux qui vivent sur le territoire national vont être exposés, c'est-à-dire le chômage, la vieillesse et la maladie. Donc on a confié la puissance publique aux médecins la possibilité pour des travailleurs qui sont confrontés à la maladie de pouvoir bénéficier de la solidarité nationale. Et c'est le Parlement qui vote le budget de la sécurité sociale, et c'est même le Parlement qui décide qu'on va aller prendre ça aux entreprises, et donc quelque part dans la poche aussi des travailleurs, pour financer ceux qui sont confrontés à un risque. Donc c'est un système assurantiel. Et moi je trouve que dans notre pays, et d'ailleurs je travaille avec une collègue qui est reconnue sur ces questions-là, qui est Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne, qui est dans mon groupe parlementaire, sur les questions de la fraude sociale. On devrait tous, vous les médecins, nous les parlementaires, et tous ceux qui concourent, qui ont eu un esprit responsable,
se dire que tous ceux qui fraudent, qu'il s'agisse des salariés qui ne sont pas malades et qui demandent à être indemnisés, ou des médecins qui auraient une pratique, y compris statistique, à être trop en capacité de délivrer trop d'arrêts de travail, on devrait tous être mobilisés pour lutter contre cette fraude sociale, parce que cette fraude sociale, elle ne va pas au bon endroit. Et donc, c'est pour ça que j'entends, je suis moi-même un assez grand défenseur, y compris au Sénat, de l'exercice libéral de la médecine et de la médecine de ville. Pour être d'un territoire comme la Haute-Savoie, je sais très bien le métier que vous accomplissez, et je vous rejoins dans le coup de chapeau que vous avez rendu à vos collègues. Mais pour ceux de vos confrères qui seraient peut-être pas assez précautionneux dans la manière de délivrer des arrêts de travail, ou si on démontre que statistiquement il délivre plus d'arrêts de travail que les autres, alors à ce moment-là c'est normal que l'assurance maladie fasse son travail et demande des comptes. Donc les 5000 lettres envoyées par l'assurance maladie aux médecins sont des lettres d'alerte. Et j'espère que ces médecins-là se rendront compte de ce qui se passe. J'ai moi-même connu dans ma commune un médecin qui gardait les cartes vitales de ses patients. Il a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre, mais heureusement qu'à un moment donné, l'assurance maladie, statistiquement, s'est rendu compte que les cartes vitales, elles allaient un peu vite à la machine. Effectivement. Avant que vous répondiez, Didier Dault, la parole à Nicolas Corato. Oui, moi je rejoins votre indignation par rapport au terme d'arrêt maladie de complaisance. Je pense que derrière un arrêt maladie, il y a aussi un diagnostic médical qui est effectué par le médecin et très souvent, et j'imagine quasi tout le temps, une souffrance qui peut être soit physique, soit psychologique. Et je crois qu'il faut qu'on prenne ça en compte. C'est-à-dire que le développement des arrêts maladie, il dit, à mon avis, plus quelque chose de la souffrance des Français au travail, plutôt que du fantasme de la fraude aux aides sociales. Parce qu'il faut être très clair là-dessus. Et moi, j'entends ce que vous dites, monsieur le sénateur, sur la chasse à la fraude. On partage la même idée, même si dans ce pays, on a tout construit autour de la fraude. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas confiance, donc on considère que tout le monde va frauder, donc on met en place des systèmes pour empêcher la fraude. Bon, c'est un système latin. On l'accepte, on est tous pêcheurs. Nous sommes tous pêcheurs originellement. Aujourd'hui, depuis 2019, les arrêts maladie de travail ont augmenté de 30%. Et tous les observateurs, les compagnies d'assurance qui ne sont pas quand même des gauchistes disent c'est essentiellement un effet du Covid, les arrêts maladie Omicron qui ont explosé, et puis aussi les troubles psychologiques qui se sont démultipliés depuis la crise Covid. Les arrêts maladie aujourd'hui, ça représente 15 milliards d'euros de dépenses. La fraude aux cotisations sociales que ne payent pas les entreprises, elle est évaluée par l'État à 10 milliards d'euros par an. Donc, on peut passer du temps à convoquer je ne sais combien de dizaines de médecins pour leur demander, moi ça me pose un problème vis-à-vis de leur secret professionnel, comment ils évaluent la souffrance de leurs patients pour en arriver à un arrêt de travail. Ça va prendre énormément de temps, ça va coûter du temps et de l'argent aux agents de l'État. Mais je pense qu'on irait plus vite en luttant contre le travail dissimulé et en faisant rentrer l'argent dans les caisses de l'URSSAF vis-à-vis des entreprises pour renflouer effectivement le trou de la sécurité sociale. Il y a un moment où, y compris médiatiquement, il faut arrêter de toujours être dans la justification du salaud de pauvre. C'est pas les Français qui sont fraudeurs. Les Français, généralement, ils sont dans un système qu'ils respectent. Et cette mythologie de la fraude aux aides sociales, il faut qu'on arrête. Il y a en revanche un vrai problème de recette de la sécurité sociale, et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler, plutôt que sur les dépenses, et donc plutôt sur la qualité des soins. Alors, docteur Didier Dault, on a parlé des médecins, mais on aurait pu parler des patients. Quand on parle, ou qu'on soupçonne, dans la presse en tout cas, et à Bercy, des arrêts de maladie de complaisance, on soupçonne aussi certains patients de venir vous voir en vous demandant des arrêts de maladie dont ils n'auraient pas nécessairement besoin. Est-ce que vous, ça vous est arrivé ou jamais? Oh, bien évidemment. Bien évidemment. Ça m'est arrivé. Bon, il y a différentes façons. Alors d'abord, je réponds à mes deux interlocuteurs qui ne sont donc pas médecins, mais c'est pas un problème. Ça arrive à des gens bien. Mais heureusement, il faut tout pour faire une société. Donc, j'ai un sénateur que je vois intéressé de chasser la fraude, et c'est très bien, c'est une mission très bien. Et en dessous, je vois un monsieur donc qui fait partie de République, Justice, non pas Mouvement. Fondateur du think tank Place de la République, précisément. Voilà, j'ai vu que voilà, il cherche des solutions pratiques dans la société, c'est-à-dire il se penche sur des problèmes, il essaie d'apporter des solutions, et c'est très louable. Alors, je me permets juste de faire part de mon expérience. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs. Ben, on est bien d'accord. Donc voilà, parce que c'est pour ça que je soulignais qu'il n'était pas médecin, et bien sûr, mais je me permets d'éclairer. Alors voilà,
Jusque 2018, les choses se passaient normalement. C'est-à-dire, si vous aviez le statut de médecin qui n'était pas contesté. D'accord ? C'est-à-dire le médecin, chez le médecin, jusqu'en 2017-18, personne dans les patients ne contestait la décision de durée d'un arrêt maladie ou ne pas en avoir. D'accord ? Si vous disiez, toi, tu as 2 jours, je ne connais pas de gens avant le Covid qui se permettaient de négocier, transiger, etc. Bon, on ne parle pas des médecins délinquants, qui existent forcément. Mais vous êtes en train de dire... sont minoritaires. Ça, vous l'avez déjà dit. Si vous voulez, c'est ce que j'ai commencé à dire au début, un médecin avant, c'est-à-dire dans le monde d'avant, pour dire dans le monde d'avant, c'est pas si vieux, mais dans le monde d'avant, un médecin était respecté dans sa fonction, dans sa dignité, dans sa probité. C'est plus le cas, ce que vous dites. Depuis 2012, les associations veulent absolument casser le statut du médecin digne, propre, responsable, juste, humaniste, etc. Et pour mettre un terme à cela, on a usé de divers moyens, c'est-à-dire les médecins, c'était des salauds de nantis. Mais oui, monsieur le sénateur, je vous invite à reprendre depuis 2012-2013 les campagnes de dénigrement. Vous pourrez constater dans les articles. Enfin, de qui ? De la classe politique dans son ensemble ? De la classe politique dans son ensemble ou alors je sais pas, vous dites depuis 2012. Didier Dehaut. Oui, Didier Dehaut dit que depuis 2012, Madame Touraine... Madame Touraine. J'ai jamais été dans la majorité de Madame Touraine, moi, donc... Non, mais je me permets, oui, mais Madame Touraine a été ministre de la Santé, il a quand même pris des décisions radicalement délétères pour l'exercice libéral, dont nous commençons à avoir quelques résultats non prometteurs à l'heure actuelle, si vous avez bien remarqué. Donc, les dénigrements successifs de la fonction de médecin amènent les gens maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez été au courant des dernières campagnes de la CNAM, un petit peu bizarre. Et vous dites que les patients contestent les prescriptions que vous faites. Alors voilà, maintenant on en arrive. Alors c'est là, j'ai entendu un truc intéressant, c'est jusqu'au Covid, il y avait point de souci et c'est vrai. C'est avec le Covid, les gens se sont mis en arrêt eux-mêmes, si vous vous souvenez. D'accord ? Ça veut dire que la négociation ancestrale, j'ose mettre le mot, volontairement ancestrale, de l'arrêt maladie qui n'était pas discuté ni débattu par les gens. Si vous disiez c'est une semaine ou 0 ou 2 jours, c'était comme ça, il n'y a personne qui contestait. Depuis le Covid, les gens se sont auto-déclarés en arrêt maladie. Et maintenant, ils ont dans l'habitude, eux-mêmes, puisqu'on les a incités à penser comme ça, de se dire, moi, je me pense malade et je pense qu'il me faut tant. Est-ce que si je suis votre raisonnement, parce que j'essaye d'avancer un tout petit peu, Didier Dehaut, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez des patients qui viennent vous voir maintenant en me disant je suis malade et j'ai besoin de 2 semaines d'arrêt de travail, et que si je suis votre raisonnement, il est de plus en plus difficile pour vous ou vos confrères de leur dire non. Non, pas du tout. C'était l'impression que vous donniez, c'est pour ça que je me permets d'avancer. Non, l'impression que je me donne. Et voilà. C'est avant, les gens ne discutaient pas. Maintenant, on en est à une négociation. Alors, ça dépend de ce que vous êtes comme négociateur vous-même. D'accord ? Et vous négociez avec vos patients ou pas ? Alors, bien sûr, mais là, si vous voulez bien, on va remettre toute la chaîne médicale qui intervient dans l'arrêt maladie. Parce que là, on n'en a pas parlé. Et c'est important de préciser, dans la chaîne médicale, le médecin généraliste est le premier et dernier maillon pour l'arrêt maladie. C'est-à-dire que le médecin traitant met l'arrêt maladie. D'accord ? Mais quand ce même médecin traitant décide, par exemple, qu'une personne peut reprendre le travail de lui-même, vous en arrivez à une deuxième chaîne, c'est le médecin du travail. Il faut que le médecin du travail donne son feu vert. Bon. Vous voyez donc dans le maillon initial qui était simple, vous avez le médecin du travail. Mais vous avez selon les arrêts maladie, par exemple. Allez, imaginez, vous avez eu une sciatique, vous avez été opéré... Non, mais vous avez été opéré d'une sciatique, on vous a opéré le dos, vous êtes en incapacité 3 mois minimum. Au bout des 3 mois, ou des 6 mois, parce que ça dépend des cas, vous allez dire à cette personne, maintenant je pense que vous pouvez retravailler. Vous arrivez donc à ce moment-là devant le médecin du travail qui dit tout de suite à la personne, stop, je veux l'avis du neurochirurgien. Et nous sommes repartis sur un délai d'attente
d'un spécialiste qui maintenant est aussi rare qu'un généraliste. C'est un fait. Et vous avez donc une augmentation du délai et des longueurs d'arrêt maladie par défaut de chaîne de soins complète. Il n'y a plus de généralisme, il n'y a plus de spécialiste, donc vous avez des arrêts maladie longs, avec des intervenants différents dans une chaîne différente, et je termine. Et enfin, vous avez également au milieu de cela le patient, qui lui-même peut dire au médecin du travail qu'il ne s'en sent pas capable. Oui. Donc vous voyez, avant de jeter l'opprobre sur une catégorie de médecins, ce serait bien aussi de voir... De penser à tout l'écosystème et à tout le contexte, en tout cas, c'est ce que vous disiez, et y compris aux impacts des déserts médicaux. Je voudrais qu'on donne la parole. Oui. Je finis. Et il n'y a plus non plus de médecins conseils en nombre suffisant dans les caisses d'assurance maladie pour effectuer les contrôles comme ils effectuaient il y a 20 ans. Et ça aggraverait les choses. Une vraie rupture égale, puisqu'un médecin conseil, on ne peut pas dire qu'il est tenu par qui que ce soit, mais le médecin conseil voyait un patient en arrêt maladie et disait oui, non à la suite de l'arrêt maladie. Maintenant, ils sont en sous-effectif comme nous. Donc vous voyez, au lieu de jeter l'opprobre sur le médecin généraliste... Vous parlez de ces garde-fous qui ont disparu. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, j'aimerais qu'on donne la parole aussi à Abdelhak, qui est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis Mont-de-Marsan. Est-ce que cela vous convainc? On respecte moins les médecins aujourd'hui, Abdelhak? Moi, j'ai pas l'impression qu'on le respecte moins. Il y en a qui se prennent même pour des mandarins. Moi, je le respecte parce que ils connaissent, je crois, 10% peut-être des maladies qui existent dans le monde. Voilà, il faut qu'ils restent à leur place. Je les respecte. Par contre, là où je suis pas du tout d'accord avec notre médecin, c'est que il faut arrêter la petite hypocrisie sympathique et diplomatique. Il y a des médecins qui sont spécialisés, il y a des noms, dans chaque ville, dans chaque village, ça existe. Il y a des médecins qui sont spécialisés, des médecins qui font des attestations, j'allais dire, de complaisance. C'est connu, on le sait parfaitement. Du jour au lendemain, quelqu'un peut s'arrêter juste parce que vous avez, pas une altercation, mais juste un désaccord au niveau de l'entreprise. Moi, j'ai eu le cas, voilà, un employé de station-service qui n'était pas d'accord avec une forme de gestion et qui m'a fait un arrêt d'1 mois et demi, mais il était en pleine forme partout, là. Donc, ils ont ce qu'ils veulent quand ils veulent. Je vais vous dire, le problème des médecins généralistes, c'est le problème du salaire. C'est le seul médecin qui touche moins de 50 € de l'heure. Quand vous prenez le médecin généraliste, j'en ai dans ma famille qui le sont, donc on en parle souvent, quand ils sont à 25 € comme ça et qu'ils vous gardent 20 minutes, ils sont à 75 € de l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont moins payés que le garagiste chez Renault, chez Mercedes, ils sont moins payés que le climatiseur et tout. Donc forcément, il y en a qui font de la complaisance parce que ça fait davantage de patients. Ils vont remplir davantage en faisant des actes qui vont leur prendre 5-10 minutes tout au plus. Donc il y a un problème de salaire, mais si on les augmente, finalement, on va reperdre les 15 milliards qui étaient trichés avant. Donc, en fait, c'est le serpent qui sort mord la queue, on n'en finira jamais. Situation difficile, mais en tout cas, restez avec nous. Abdelhak, et restez avec nous, Didier Dehaut. Vous allez répondre évidemment dans quelques instants. De même que nos autres vraies voix, Nicolas Corato, qui est bien sage aujourd'hui, tout comme Loïc Hervé. 0826 300 300. Est-ce qu'on prescrit, oui ou non d'ailleurs? C'est une question ouverte et sincère. Trop facilement des arrêts de maladie en France. Venez en parler avec nous. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Je peux vous certifier que les vraies voix de l'été ne sont ni en vacances, ni en arrêt de travail. Mais c'est de cela qu'on parle avec Nicolas Corato, avec Loïc Hervé, avec notre invité, le docteur Didier Dehaut, qui est médecin généraliste, avec Abdelhak au 0826 300 300 depuis Mont-de-Marsan. Et vous tous, on parle des arrêts de travail. Moins de respect de la figure du médecin. C'est en substance ce que nous disait aussi, entre autres choses, Didier Dehaut. Nicolas Corato. Toutes les institutions sociales de notre pays sont attaquées, sont remises en cause. Ou régaliennes d'ailleurs. Les médecins, les magistrats, les policiers, on en parle beaucoup, les enseignants. Il n'y a pas de raison que les médecins se situent à contre-courant de ce mouvement de société. Hélas. On peut aussi dire peut-être deux choses à notre ami médecin que nous écoutons attentivement. C'est que peut-être que les expressions médiatiques des médecins pendant la crise Covid n'ont pas amélioré ce rapport au corps social. C'est-à-dire ? Je pense que les médecins qui se sont livrés de plateau en plateau à des débats sans fin, parfois sans queue ni tête, pendant toute la crise du Covid, n'ont pas nécessairement remonté dans l'opinion publique l'image qu'on avait de la médecine et de son exercice. Mettons les médias dans le même sac dans ce cas-là, parce qu'ils sont pas les seuls responsables. Et deuxièmement, peut-être dire aussi que oui, je souscris à l'idée qu'on manque de médecins en France, notamment, vous parliez des médecins à la sécurité sociale, moi je voudrais rajouter ceux de la médecine du travail, par exemple, ou de la médecine de l'éducation nationale, les médecins scolaires ont quasiment disparu, mais peut-être dire aussi que ça fait 20 ans que le corps médical et les médecins libéraux se sont opposés
à la disparition du numerus clausus, et que Madame Buzyn, il faut lui rendre cet hommage, auquel elle a mis fin. C'est-à-dire que si on n'a plus de médecins aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en a peut-être pas suffisamment formé dans les années qui nous ont précédés, et qu'on a effectivement une génération un peu sacrifiée avec ceux qui partent à la retraite, le peu qui arrivent, et effectivement un déficit flagrant de médecins. Et ça, pour mais vous, la France n'est pas le seul pays dans le monde. Tous les pays sont concernés par cette problématique. Et ça, pour vous, c'est la responsabilité des organisations de médecins? Mais je pense que non, c'est pas la responsabilité des organisations de médecins. Je pense que les organisations de médecins ne peuvent pas tout le temps s'exonérer d'une part de responsabilité. Donc c'est un peu ce que je disais, effectivement. Oui, on est un peu d'accord. Voilà. Non, mais alors moi je suis d'accord avec personne, en tout cas ici, quoi qu'il en soit. Loïc Hervé, avant que je redonne la parole avec notre invité. Rapidement, d'abord, dans le budget de la sécurité sociale qui fait à peu près 260 milliards d'euros, je concède tout à fait que c'est pas la fraude aux arrêts de travail qui est la principale. En tout cas, dans les travaux de Nathalie Goulet, il y a bien d'autres sujets. Dans le domaine de la fraude fiscale, mais aussi dans le domaine de la fraude sociale, sur lesquels on pourrait... Ça fait un point d'accord avec monsieur... On pourrait travailler, mais vraiment sur lequel il faut qu'on travaille, parce qu'on s'est rendu compte, en auditionnant un certain nombre de gens, qu'il y a des endroits où il y a des vrais trous dans la raquette, et des endroits où il n'y a absolument pas de système de contrôle. La France a basculé avec les 3 dernières années dans une situation de tension sur le marché du travail. Donc, il y a eu le Covid, il y a des secteurs de l'économie entiers, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui ont du mal à recruter. Donc, quand il y a un arrêt de travail dans l'entreprise, ça devient difficile. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de médecins dont on se dit, tiens, celui-là, s'il arrive à signer facilement des arrêts de travail, ça crée une vraie difficulté. Et alors, une nouvelle chose qui est apparue depuis une quinzaine de jours, c'est les arrêts de travail militants. Oui. Je pense notamment à ce qui se passe dans la police, dans les Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben non, il n'y a pas de grève. Mais il y a un mal-être dans la police qui fait qu'ils se mettent en arrêt de travail. Et ça, on l'entend d'ailleurs, chez Jean-Marie Bordry, mais chez un certain nombre de vos confrères. On dit, tiens, il y a un problème. Donc il faut qu'on soit, qu'on rappelle les règles toutes simples. L'arrêt de travail répond à des circonstances extrêmement précises définies par le législateur, et qu'il y a une capacité d'analyse du médecin, mais elle est bornée par le droit, et surtout elle donne droit elle va ouvrir des droits à un système assurantiel qui est un système en France parapublic, puisque la sécurité sociale est consubstantielle de notre fonctionnement des institutions républicaines. Donc il faut qu'on soit et que surtout on est quand même dans un régime qui reste lourdement déficitaire, et que de l'argent qu'on prend à un endroit, il faut qu'il aille au bon endroit. En quelques mots, pour conclure, je sais que ce sera pas facile, Didier Dault, on a abordé beaucoup de choses. D'abord, effectivement, le salaire des médecins. Alors salaire, le terme est impropre, mais en tout cas, les revenus des médecins. On a parlé aussi du numerus clausus. Oui. Alors, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Didier Dault, justement. Parce que là, j'entendais rien. Ah, d'accord. Bon. Donc, oui, le numerus clausus, là, j'ai du mal à croire que ce sont les médecins qui freinent le nombre de médecins en exercice. Moi, je me suis installé en 1993. Dès 1993, en regardant la courbe qu'on nous fournissait à l'époque pour nous installer aux URSSAF, la DRAS, moi, j'ai bêtement fait ce que peut faire n'importe qui en prenant un atlas démographique du CNOM que vous pouvez faire, et vous rajoutez un nombre d'années, un nombre de médecins par tranche d'âge de 5 ans, par sexe, et vous rajoutez 20 ans. Et moi, j'avais vu, en 1990, à partir de 2015, la France manquerait de médecins libéraux en exercice. Donc, vous voyez, c'est pas une découverte nouvelle, mais ça tient après à une décision politique, parce que j'aimerais bien quand même qu'on précise le rôle du politique dans les contrôles. Monsieur le sénateur, Rubin, merci. Voilà, on parle que les médecins sont responsables de tout et de rien. Je veux bien, effectivement, et je vous l'ai dit, qu'il y avait quelques brebis galeuses parmi les médecins, c'est normal, ils sont facilement repérables, puisque vous connaissez le seuil de détection de... Moi, je le connais, je l'ai eu à l'ordre. Vous connaissez Non, d'accord, pas tout de suite. Bon, je finis. Donc, le seuil de détection des arrêts maladie, pour ceux qui en vendent, il est facile, ils vont flamber, ils vont cramer la caisse. Donc, ils vont sortir de l'ordinateur tout de suite. Inversement, moi, je pose la question, qu'attend-on pour faire pareil aux patients? Les patients en arrêt maladie successifs, hors maladie grave, hors ALD, pour l'ordinateur des caisses primaires d'assurance maladie, peuvent vous ressortir les noms. C'est une décision politique. Il suffit de toujours montrer les médecins du doigt. Là, on demande à la CNAM
de sortir dans les 2 dernières années, par exemple, qui a été en arrêt maladie hors ALD, c'est-à-dire hors affection longue durée. Moi, je suis d'accord. Voilà. Eh ben, vous serez d'accord sur ce mot de la fin. Écoutez, c'est une bonne chose et on sera arrivé à quelque chose ce soir sur Sud Radio. Merci beaucoup Didier Dehaut d'être intervenu ce soir sur Sud Radio depuis peut-être vos vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Merci à vous. Pour un travailleur. Oui, exactement. Je vous rappelle que vous êtes médecin généraliste libéral. Restez avec nous sur Sud Radio. Merci à Abdelak d'avoir débattu au 0826 300 300 depuis Mont-de-Marsan dans les Landes. On se retrouve dans quelques minutes. Deuxième débat dans les vraies voix. On s'est un peu écharpé sur les arrêts de travail. On va trouver un débat beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, vous allez voir. Faut-il abolir la corrida ? Évidemment, je suis ironique. C'est un débat absolument enflammé. Ce sera notre deuxième débat à la veille du début des férias de la ville de Béziers. On a reçu ce midi Robert Ménard, le maire de la ville, qui y est favorable. Et bien, comme on est pluraliste sur Sud Radio, on sera avec un des leaders de la contestation anti-corrida. Ce sera à 18h30. Mais nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio jusqu'à 19h. Deuxième round, on a fait une pause sur l'aire d'autoroute et puis on reprend la route sur celle des vacances avec toujours un sénateur centriste de Haute-Savoie. Il s'agit de Loïc Hervé, toujours présent. Bon, dans combien d'heures vous repartez pour la Haute-Savoie ? Dimanche. Oui, vous avez choisi les 2 jours. Vous avez choisi l'un des 2 jours les plus embouteillés de toute l'année. Vous l'avez remarqué quand même. On verra ça. On verra ça. Bah, écoutez, on fera un test avec vous. On vous appellera tous les 100 km. Avec on verra comment vous avez avancé. Nous sommes également avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Avec vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300. Je le disais, notre deuxième débat passionné s'il en est, celui de la corrida. On va parler de la condition animale. À la veille du départ des férias de la ville de Béziers, notamment, et de celle de Dax aussi, il faut en parler. Eh bien, est-ce que vous êtes pour ou contre l'abolition de la corrida ? 0826 300 300. On va essayer d'en débattre de manière calme et polie, mais passionnée bien sûr. Et vous aurez tous la parole pro-corrida comme anti-corrida. Mais avant ça, un point sur la situation internationale, direction la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les vraies voix Sud Radio. Que se passe-t-il à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie alors que le gouvernement polonais a annoncé l'envoi de 2000 soldats polonais donc en renfort pour faire face à une multiplication, je cite les Polonais, de tentatives d'intrusion et de franchissement de la frontière. Les Polonais qui accusent la Biélorussie d'orchestrer un afflux de migrants. Ils disent que je cite toujours le gouvernement polonais, que ce genre de traversée n'aurait pas lieu si en face de nous n'avions pas, disent les Polonais, une organisation de contrebandiers. C'est à cela qu'ils comparent les douaniers biélorusses. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il à la frontière biélorusse et polono-biélorusse ? On en parle avec notre invité qu'on accueille tout de suite, Alexandre Massot. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Docteur en droit et relations internationales, contributeur à la revue Conflit, journaliste à Contrepoint, spécialiste notamment de l'Europe centrale et de la Russie. Ces tensions, je vais y arriver, à la frontière polonaise ne sont pas nouvelles. Mais pourquoi avoir besoin de masser 2000 soldats de plus à la frontière ? Alors, ce qui se passe précisément, c'est que la Pologne suspecte le groupe Wagner de faire passer des migrants illégaux à la frontière biélorusse. Donc, il y a une crainte de l'instrumentalisation du groupe Wagner, enfin que le groupe Wagner soit utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Wagner est en fait une société militaire privée. Officiellement, elle n'a aucun lien avec le Kremlin, même si dans les faits, c'est utilisé comme une force de l'ombre. Et puis, Vladimir Poutine l'a publiquement reconnu après la mutinerie d'Evgeny Prigojine. Oui. Mais officiellement, si conflit il y a avec Wagner, la Russie n'est en fait pas directement impliquée parce que il y a toujours en fait des tensions entre Wagner et le gouvernement russe. D'ailleurs, on ne sait pas très bien actuellement où en est Wagner parce que il y a plusieurs signaux qui montreraient même que le groupe Wagner pourrait se retirer de Biélorussie pour être redispatché en Afrique. Autant de signaux contradictoires qu'on entend. Alors maintenant, essayons de démêler, un sac de nœuds, si j'ose dire. J'ai entendu groupe Wagner et migrants illégaux. Quel serait l'intérêt de paramilitaires russes du groupe Wagner de faire passer des migrants illégaux depuis la Biélorussie, qui est un autre pays, vers un pays européen, la Pologne ? Alors, l'utilisation des immigrants illégaux par la Biélorussie, ça ne date pas en fait du conflit ukrainien, c'était déjà un problème en 2021. Le but, en fait, c'est de déstabiliser intérieurement
la Pologne en générant un fort afflux d'immigrants et donc de créer des tensions internes en Pologne. Et donc Wagner serait utilisé, serait potentiellement payé par le gouvernement biélorusse pour aider à faire passer ces migrants. Et l'avantage, comme j'ai dit, comme c'est un groupe privé, ça permet d'éviter une confrontation directe entre la Pologne et les forces officielles biélorusses. C'est décidément une organisation multitâche, si j'ose dire. Alors vous parliez 2021, effectivement, on s'était aperçu d'un afflux de réfugiés syriens à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ils avaient été amenés évidemment depuis la Syrie où était présente l'armée russe. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a beaucoup plus de franchissement de la frontière comme le disent les Polonais ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas l'impression, parce que c'était déjà assez important en 2021. Là, en fait, c'est surtout la présence de Wagner qui inquiète et l'incertitude. On ne sait pas très bien ce qu'ils font. C'est surtout lié à ça. Et le contexte lié à l'Ukraine et aussi le fait qu'il y ait des mouvements militaires en Biélorussie. Enfin, il y a des exercices militaires en Biélorussie qui participent évidemment à un jeu d'intimidation et de montrer les muscles en fait. Alors, je rappelle que la Pologne fait partie de l'OTAN. Est-ce qu'il y a un risque de combat à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, puisque les tensions sont à leur comble ? Dans l'immédiat, dans la situation actuelle, je ne pense pas, parce que la Biélorussie fait aussi partie d'une alliance de défense avec la Russie, et je pense que ni Washington ni Moscou ont intérêt à un affrontement direct entre la Pologne et la Biélorussie dans l'état actuel. Je pense que le pire scénario, mais après l'avenir est toujours incertain, ce serait à la rigueur peut-être un affrontement entre la Pologne et le groupe Wagner. C'est justement pour ça que Wagner est déployé, potentiellement pour éviter un affrontement direct entre des forces armées officielles des deux camps. Oui, sauf que imaginons qu'il y ait un affrontement entre des Polonais du côté polonais et des paramilitaires Wagner du côté biélorusse. Il faudrait quand même que les Polonais tirent sur le territoire biélorusse, donc ça les mettrait de facto en situation de conflit aussi avec la Biélorussie. Il me semble que le déploiement de force en Pologne est avant tout défensif. C'est si Wagner rentre sur le territoire polonais, en sachant que ne pas oublier que l'OTAN est une organisation de défense, donc n'intervient que dans des situations défensives. Bon, quel est le dénouement le plus plausible dans les prochains jours de cette nouvelle crise ? Alors, des quelques échos que j'entends, elle est déjà en train de se dénouer par un redéploiement des forces de Wagner, potentiellement en Afrique, où justement il y a aussi beaucoup. Wagner est très présente et avec justement le Niger, qui est demandeur. Potentiellement un nouveau débouché. Et il est fort probable qu'en fait il va avoir un alignement de forces des deux côtés. Peut-être que le mur, la Pologne avait commencé à construire un mur en 2021, va être aussi renforcé. Et je pense qu'en l'état actuel, ça va se limiter à ça. C'est plutôt les deux camps qui montrent les muscles actuellement. C'est une stratégie qu'on avait déjà vue en période de guerre froide et c'est un peu une nouvelle version. Et au moins, il n'y a pas de combat à ce stade dans cette partie de l'Europe de l'Est, qui est la seule chose qui soit rassurante. Merci pour cet éclairage. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Alexandre Massot, je rappelle que vous êtes docteur en droit et relations internationales, contributeur à Conflit et journaliste à Contrepoint. Il est 18h14, presque 15 précisément. 0826 300 300. Continuez à nous appeler. Est-ce que vous êtes pro ou anti-corrida ? On vous donne la parole aux uns comme aux autres à partir de 18h30. Mais dans un instant, on va se retrouver avec Nicolas Corato qui a un coup de gueule à faire passer. On en parle tout de suite. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Nicolas Corato, Loïc Hervé, juste avant de parler de la corrida. Le tour de table de l'actualité et Nicolas Corato est de mauvaise humeur. Non, je ne suis pas de mauvaise humeur. Je note simplement qu'il y a une nouvelle mode dans ce pays qui m'attriste et m'inquiète, qui est de demander à tire-larigot la dissolution de mouvements politiques, d'associations, voire même de partis politiques. On en a parlé cette semaine dans Les Vraies Voix. Alors, on en a parlé cette semaine avec la nouvelle proposition de la députée Renaissance de Paris, Caroline Yadan, de dissoudre la France Insoumise, rien qu'un parti politique représenté à l'Assemblée nationale. On en a parlé ces dernières semaines avec le soulèvement de la Terre. Oui.
un peu plus loin avec la Ligue des droits de l'homme, avec Civitas, pour parler d'autres mouvements. Moi, je suis libéral. Je considère que la loi de 1901 sur la liberté d'association est une loi fondamentale. Et je me trouve face à un sénateur, et on sait que le Sénat est très attaché à la protection des libertés publiques. Je m'inquiète quand même de voir un pouvoir administratif, voire même des législateurs, empoigner l'arme de la dissolution d'associations. Je rentre pas dans les polémiques et les débats sur les déclarations des uns et des autres qui justifieraient ces dissolutions ou sur leurs actions. Je dis simplement que ça fait très longtemps dans ce pays que, y compris au l'exécutif, y compris au ministère de l'Intérieur, on n'a pas dégainé aussi rapidement la menace des dissolutions d'organisations qui sont d'abord des organisations politiques, des associations, et qui normalement sont protégées par la Constitution et par nos lois fondamentales. Et que, y compris lorsqu'elles sont des organisations où se tiennent des propos antisémites. Je parle du cas de Civitas. Mais moi, Civitas, je trouve ça absolument abject, ces propos. Simplement, je dis, ce qui m'inquiète, m'interroge, c'est que la réponse n'est pas nécessairement, et il y a de quoi constituer une infraction et de poursuivre la personne qui porte ces paroles. Un peu de contexte, je rappelle juste que d'aller jusqu'à la menace de la dissolution des associations qui portent ces dirigeants. Et là, je pense qu'on va vous allez reprendre la parole dans un instant, Nicolas Corato. Redonnons un petit peu de contexte. L'organisation Civitas, qui regroupe des catholiques intégristes, plus que d'extrême droite d'ailleurs, avec des penchants pétainistes. Au cours de l'université d'été de cette organisation, un homme a regretté la situation, je cite, d'avant 1789, où les Français juifs n'avaient pas la nationalité française. Et il regrettait qu'on ne puisse pas y revenir. En gros, il appelait à déchoir les juifs français de leur nationalité. Ouais. Ça ne mérite pas la dissolution de cette organisation pour vous. C'est une déclaration, il faut voir les faits, c'est une déclaration d'un dirigeant d'une association que encore une fois, moi je suis le premier à condamner et j'ai pas de problème. Et j'ai pas de problème à dire que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite fondé par des pétainistes et d'anciens collaborateurs. Ça vous est déjà arrivé de le dire aussi. J'ai pas du tout le problème là-dessus. Mais je n'ai jamais, par exemple, je fais partie de ces gens de gauche qui ne demandent pas, qui n'ont jamais demandé l'interdiction ou la dissolution du Front National ou du Rassemblement National. Je pense qu'il y a une liberté politique, une liberté d'association dans ce pays, y compris vis-à-vis de mes plus fervents adversaires, qu'il faut respecter. Sinon, à ce moment-là, on est sur du délit d'opinion, on est sur du délit de constitution de partis politiques. Et moi, je n'ai pas envie que demain, le débat politique, ce soit est-ce que le ministre de l'Intérieur arbitre le débat politique dans ce pays en ordonnant la dissolution de telle ou telle association. Et je pense que cette mode est mauvaise. Et j'ajoute une chose, je pense que le législateur a une part de responsabilité. Et on avait été plusieurs à noter ça dans la loi sur le séparatisme. Absolument. En disant que la loi sur le séparatisme, parce qu'elle renforçait les pouvoirs de l'exécutif sur les associations, allait mettre à mal non pas simplement les associations qu'elle visait, entre guillemets les associations culturelles à obédience religieuse, mais tout le corps associatif. Et j'ai l'impression qu'on est en train de voir ce qu'on avait prévu, notre prévision, malheureusement se réaliser. Loïc Hervé. Deux choses. D'abord, effectivement, la liberté d'association est dans notre pays, a fortiori depuis la loi de 1901, une liberté publique essentielle. Et qu'il s'agit bien là de la protéger et de permettre à tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont envie de constituer une association, y compris dans le domaine de la politique, de pouvoir le faire librement. Depuis le Covid, il y a quand même assez peu de liberté publique qu'on n'ait pas touché ou qu'on n'ait pas essayé de restreindre. Et là, je rejoins cette réflexion-là. Je rappelle que vous étiez opposé au pass sanitaire, notamment. Un fervent opposant au pass sanitaire, entre autres, mais au fait qu'on ne cherche pas aujourd'hui quelles sont les nouvelles libertés qu'on peut offrir à nos concitoyens ou conforter, mais on essaie de regarder avec cette espèce de mythe qu'il y aurait trop de liberté en France et qu'un peu d'ordre permettrait d'avoir une société qui fonctionne mieux. Je ne crois absolument pas, étant moi-même aussi plutôt d'une école libérale. Sur la question propre de ces mouvements de l'extrême droite, catholique traditionnaliste, catholique intégriste, je ne sais pas comment. Sur Civitas. Civitas et l'Action française. Quand le colloque de l'Action française a été interdit par le ministère de l'Intérieur, il a été jugé par le Conseil d'État, en référé, que ce colloque devait pouvoir avoir lieu. Oui. Et le juge administratif a fait son travail. Ce qui m'embête dans le coup de gueule que vous portez aujourd'hui, c'est pas sur le fond, parce que je suis d'accord, même si moi, les propos de cet individu me font vomir, puisque évidemment, naturellement, les Juifs de France ont toute leur place dans la communauté nationale, et je dirais encore plus que les autres du fait de l'histoire de notre pays, et que par leur contribution et par le rôle qui a été le leur, y compris de la part de très très grands intellectuels, mais aussi de très grands religieux,
juive depuis 200 ans. C'est une évidence, on se sent obligé de rappeler quand on entend. Mais c'est quand même dingue, je veux dire que sur la place publique, on puisse avoir ce type d'idée-là, et en plus de faire un lien entre l'immigration générale et cette question-là de la nationalité qu'on va donner, qui était un des premiers éléments de la Révolution française, donner la nationalité aux citoyens juifs de France, qui est quand même un très grand acquis de la Révolution. Bon. Donc ça, je trouve ça totalement abject, et je me dis qu'il y a quand même en France des mouvements dans lesquels il y a une libération de la parole qui me préoccupe autant que la question de la déclaration de Gérald Darmanin, qui a dit qu'il allait écrire une lettre à Civitas avec l'évocation des reproches. Donc on est au début d'un processus de dissolution qui de toute façon devra se faire, s'il intervient un jour, en Conseil des ministres. Autre organisation qui est visée par un décret de dissolution, d'ailleurs le Conseil d'État doit se prononcer cette semaine dessus, c'est celle des Soulèvements de la Terre, l'organisation écologiste radicale qui est accusée par le gouvernement d'encourager la violence. Est-ce que là c'est un prétexte aussi qui est excessif pour vous ? Mais là, c'est pareil, c'est à peu près la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, on est en attente de la décision du juge administratif de savoir si y a un doute sur la légalité de la décision prise. Moi, je constate dans mon propre département une évolution aussi dans un certain nombre de mouvements de la sphère environnementale, écologiste, qui appellent à s'en prendre aux personnes et aux biens, qui, y compris dans mon département, vont aller détériorer du matériel. Des champs de tomates par moment. Alors des champs de tomates, des appareils d'enneigement artificiel, et donc quitte à mettre en danger d'ailleurs un certain nombre de nos concitoyens, ce qui est inadmissible, qui vont même s'en prendre aux élus. Mais vous avez raison. Comment on l'empêche alors, si on ne dissout pas ? Moi, je ne parlais pas. On va parler voix du droit. Je veux dire, il y a un moment, il y a des personnes. Pas du fond, mais je pense pas que la solution ce soit de dissoudre ces mouvements ou ces associations. C'est pas de s'attaquer à la liberté d'association. C'est de mettre ces personnalités ou ces personnages qui se mettent au banc de la loi, qui sont en infraction avec la loi, de les mettre face à leurs responsabilités pénales, de les punir, de les sanctionner et de les empêcher d'agir lorsqu'elles agissent contrairement à l'ordre public. Je dis simplement que c'est ça qu'on attend du ministre de l'Intérieur. Ce qu'on attend du ministre de l'Intérieur, c'est d'empêcher les dégradations de biens privés. C'est de restaurer l'ordre et la paix sociale. C'est pas nécessairement de s'attaquer aux outils qui sont des outils aussi du débat public, quel que soit ce qu'on en pense. Moi, franchement, je ne suis pas persuadé, je ne suis pas favorable, moi, à ce qu'on entend de l'Action française tous les jours sur les plateaux. Mais ça fait partie de la tradition libérale et politique que d'avoir ce genre de mouvement. Moi, je regrette que des gens y adhèrent, mais je les combats aussi sur le plan des idées, et certainement pas en leur interdisant d'agir. À partir du moment où ils restent dans le cadre de l'ordre public et que leurs organisations ne deviennent pas des organisations, mais ça c'est prévu par la loi, terroristes. Donc ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et donc pour vous, il y a en tout cas une dérive liberticide depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Sur tous les fronts, dans tous les camps politiques, oui, qui pose une question, qui pose une interrogation. Et je pense d'ailleurs qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme en supprimant des associations. On lutte contre l'antisémitisme en mettant le paquet sur l'éducation, en sanctionnant ceux qui sortent du cadre républicain et en les sanctionnant très durement. Et je pense par exemple, j'aurais aimé moi entendre M. Darmanin quand M. Zemmour nous a refait l'histoire, a fait du révisionnisme à propos de Pétain. J'aurais préféré que le ministre de l'Intérieur sorte à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là que les digues ont sauté. Et effectivement qui permettent cette libération de la parole qui aboutit aujourd'hui à ces propos parfaitement abjects du dirigeant de Civitas. Je dis simplement que le pacte républicain, c'est aussi la liberté d'expression, c'est la liberté d'association, et qu'il faut qu'on soit attentif à ce que l'arbitrage politique ne porte pas sur l'autorisation de telle ou telle association par le ministre de l'Intérieur. Vous parliez d'Éric Zemmour, quand on écoute l'ensemble du propos de la personne qui, à l'université d'été de Civitas, a appelé à la déchéance de nationalité des Juifs, il a visé aussi dans son propos Éric Zemmour du fait de son nom et de son origine. Mais que les gens d'extrême droite ne soient pas d'accord entre eux, c'est vieux comme l'extrême droite. Certes, 18h27 dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. On était d'accord ou pas d'accord, on verra si vous l'êtes sur la corrida. À suivre sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes pour l'abolition de la corrida ? On vous emmène à Béziers dans quelques instants où une manifestation qui devrait accueillir plusieurs milliers de manifestants aura lieu ce week-end. Les
Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et puisque ce sont les vraies voix de l'été avec Nicolas Corato, avec Loïc Hervé, nous allons aborder aussi les débats de l'été. Qui dit été dit feria, qui dit feria dit parfois corrida. Êtes-vous pour ou contre l'abolition de la corrida? Sud Radio donne la parole à tout le monde. On a reçu à midi le maire de Béziers, Robert Ménard. On va d'ailleurs le réécouter dans quelques instants. Nous allons donner la parole dans quelques instants aussi aux anti-corrida qui appellent à se mobiliser à Béziers ce dimanche. À l'appel du Colbac, c'est le nom du comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida, appelle à manifester ce dimanche 13 août de 15h à 20h pendant la feria de Béziers pour dénoncer, je cite, la cruauté des spectacles de tauromachie avec mise à mort et demander l'abolition nationale de la corrida. Êtes-vous d'accord avec ces manifestants, oui ou non? 0826 300 300. On en débat tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Coup de projecteur des vraies voix donc sur la tauromachie avec au 0826 300 300. Emmanuel, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Merci. Sud Radio. Vous nous appelez du Gard. Dans quel coin du Gard? À Beaucaire. À Beaucaire, Belleville. Est-ce que vous êtes une aficionada? Je pense qu'on le dit comme ça. Oui, oui, passionnée. Passionnée de corrida. Est-ce que vous comprenez que des gens n'aiment pas la corrida? Alors oui, moi je comprends tout à fait, j'entends leurs arguments. Par contre, j'aimerais aussi qu'on entende les nôtres. Bon, et on va les entendre aussi avec vous. On va accueillir notre invité Thierry Elie qui était avec nous. Bonjour à vous Thierry Elie. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération des luttes pour l'abolition des corridas. Je le disais, Sud Radio donne la parole à tout le monde. Aujourd'hui, ce midi, dans les débats de l'été avec Thierry Stenner, Sud Radio recevait le maire de la ville de Béziers, Robert Ménard, qui rappelait son attachement à la pratique de la corrida. Je vous propose, Thierry Elie, qu'on réécoute ce qu'il a dit. Je parlais à l'instant du bon sens. Je ne les empêcherai jamais de manifester, qu'ils manifestent tant qu'ils veulent. Ils n'aiment pas la corrida, ils ont le droit de pas l'aimer, ils ont le droit même d'être répulsés, ils ont le droit d'être sidérés, ils ont le droit d'être en colère. C'est ça la démocratie, et tu peux le dire, et ils le diront dans les rues de Béziers. Mais qu'ils arrêtent de nous emmerder, mon Dieu. Je leur demande pas d'assister à des corridas. Quand vous passez à Béziers, vous connaissez Béziers, vous avez une arène, vous voyez rien de l'extérieur. Il faut payer et rentrer. Mais qu'ils nous foutent la paix, qu'ils nous laissent tranquilles. Bon, j'imagine que vous ne serez pas d'accord avec ce qu'il a dit, bien entendu, Thierry Elie, discours que vous avez l'habitude d'entendre. Est-ce que vous comprenez malgré tout cet argument qui consiste à dire que personne ne vous oblige à y assister ? Que l'argumentation est assez déplorable. C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est une question d'être contre de la torture gratuite d'un animal désigné qui n'a rien demandé à personne. Lui, on ne lui pose pas la question, s'il aime ou s'il n'aime pas. Donc le problème ne se pose pas comme ça. Moi, je suis plutôt artiste. Je n'aime pas Modigliani. Je préfère Salvador Dali. Mais j'ai rien contre ceux qui aiment Modigliani. J'aime les choux de Bruxelles. Je n'aime pas les carottes cuites. Je n'ai rien contre ceux qui aiment les carottes cuites. C'est pas le problème est complètement biaisé par rapport à cet argument qui est vraiment ça vole pas très haut. Franchement, de la part de M. Ménard, ça vole pas très haut, franchement. Alors, on va vous proposer aussi de débattre avec Emmanuel qui est avec nous. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, vous venez juste d'arriver, Thierry Elie. Emmanuel qui a 36 ans, elle est du Gard, de Beaucaire. Elle aime la corrida. Si on est sur le débat qui consiste à dire que la corrida, c'est de la torture, est-ce que vous comprenez qu'on puisse le dire, Emmanuel ? Alors, oui, effectivement, j'entends, évidemment, puisqu'on est au sein d'un spectacle où on met en scène la mort d'un taureau. Effectivement, on a plusieurs phases qui met le taureau dans un état qui permet de combattre. Effectivement, on voit du sang. On en voit de moins en moins, puisque les pratiques, l'utilisation des harpons, vous allez répondre, Thierry Elie, vous allez répondre. L'utilisation des pics ont été codifiées. Donc, en fait, c'est vrai qu'on, par rapport aux années 80, on voit beaucoup moins de sang que maintenant, on voit beaucoup moins de sang que dans les années 80. Voilà. C'est moins, il y a moins de. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les pratiques dans ce cas-là, Emmanuel ? En fait les tailles des harpons, des banderilles, la taille des pics qui ont été codifiées. Est-ce que ça fait moins souffrir l'animal que dans les années 80 dans ce cas-là ? Alors, effectivement, vous avez un aspect de souffrance, sachant qu'il y a même que ces deux tertiaux provoquent
des saignements, au moins. Des saignements, mais par contre, ça provoque de l'endorphine aussi. Donc c'est vrai que cette substance permet l'endormissement de ces endroits-là. Donc après, ça met entre guillemets le taureau dans un état d'esprit de combattant, sachant qu'il a déjà cet état d'esprit au campo. Merci. Restez avec nous, Emmanuel, depuis Beaucaire, dans le Gard. Est-ce que vous confirmez que les pratiques ont un petit peu changé depuis les années 80 ou pas du tout, Thierry Elie? Bien sûr que non. Moi j'ai filmé une corrida. Cette histoire d'endorphine, là, c'est complètement fallacieux. Il y a des études qui prouvent exactement le contraire, que plus l'endorphine est sécrétée, plus cela prouve que l'animal est en souffrance. Alors évidemment, ça arrange tout le monde, à la part des taurins, de prétendre une chose pareille. Moi, j'ai filmé des taureaux qui se secouent pour se débarrasser des harpons plantés dans leur chair. Allez leur demander s'ils ne souffrent pas, les taureaux. Par contre, la seule chose que j'ai appréciée dans ce qu'a dit Emmanuel, c'est qu'elle a parlé de harpons. Ah, ça change un peu, Ça change de la banderie en rubané, colorée, qui est chatoyante, etc., aux couleurs chatoyantes. Non, c'est un harpon de 7 cm qui remue dans la chair pendant que l'animal il souffre, pendant qu'il bouge, pendant qu'il se secoue. Donc la souffrance est encore plus démultipliée. Donc non, la souffrance est niée. On est en plein déni avec les arguments des taurins et c'est dommage parce qu'on pourrait avoir un débat intéressant. C'est un débat, j'espère au moins, qui est intéressant. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas là pour l'être de toute façon. Ni vous, Emmanuel, ni vous, Thierry, mais... Oui, mais on peut persuader les gens, les gens ils peuvent se faire une idée en écoutant les arguments des uns et des autres. Justement, c'est pour ça que je vous donne le loisir à tous les deux et à nos vraies voix d'être écoutés. Restez avec nous, l'une et l'autre, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à Nicolas Corato. Nicolas Corato, vous n'êtes pas du Sud-Ouest, mais vous êtes plutôt assez aficionado. Qu'est-ce qui vous dit? D'abord, je suis du Sud-Ouest, vous êtes du partie, Sud-Ouest. Donc voilà, s'il vous plaît, mais pas d'une ville de tradition taurine, en tout cas qui ne l'est plus. J'ai réussi Toulouse. à vexer. Non, peut-être dire que c'est un débat. Alors le débat de la corrida, il y a quelques débats qu'il faut éviter à table. Et celui-là en fait partie. Mais merci Jean-Marie de nous l'avoir proposé ce soir. Il faut dire que ce débat, il a été tranché par les juges. Et par le législateur, puisque la corrida bénéficie aujourd'hui d'un statut d'exception limité, c'est très dérogatoire, c'est quasiment une tolérance législative limitée aux villes de tradition taurine ininterrompue. C'est-à-dire que ne sont concernées que quelques villes en France qui ont, depuis des décennies, de manière ininterrompue, organisé ces fameuses courses de taureaux, entre guillemets, d'où le nom de corrida. Donc, on parle, déjà, il faut peut-être le dire à nos auditeurs. On n'aurait pas le droit de faire une corrida à Lyon ou à Paris. Et il n'y a pas d'ailleurs de demande du milieu taurin d'élargir le périmètre d'action de la corrida, simplement de garder des traditions là où elles sont aujourd'hui. Sauf que je crois que Thierry Elie est biterrois pour sa part, si j'ai bien compris. Je comprends et je respecte que localement, il y ait des oppositions à la corrida, c'est tout à fait normal, mais il faut peut-être rappeler le cadre légal pour dire simplement qu'il n'y a pas une demande d'expansion de la corrida, simplement la corrida aujourd'hui elle est limitée à quelques moments dans l'année et dans quelques villes de France qui sont très très codifiées et très contrôlées par le juge. L'autre chose peut-être, mais pour entrer dans le débat de fond, peut-être que la corrida, et c'est pour ça que moi je ne suis pas un aficionados, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui, pour l'interdiction, parce que je pense que ça dit quelque chose, c'est un des derniers spectacles, parce qu'il faut l'appeler comme ça, un peu liturgique, il faut relire Georges Bataille ou Philippe Solers ou Hemingway, où l'homme est en contact, l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui est en contact avec la mort et la souffrance. Et d'ailleurs, je ne reprends pas, moi, les arguments en disant le taureau souffre moins aujourd'hui que dans les années 80. Je pense que la corrida, il faut l'accepter, c'est un spectacle où on vient contempler, où on vient communier avec la souffrance et la mort d'un être vivant, en l'occurrence ici, un animal. Et derrière, ça nous renvoie à énormément de choses, jusqu'au dieu Mitra, jusqu'à énormément de cultes. Il se trouve qu'ensuite on a inventé des religions qui ont remplacé les sacrifices d'animaux par des symboliques, par exemple l'Eucharistie pour la religion catholique, mais quand on rentre dans l'arène d'une corrida, finalement on se retrouve, et c'est peut-être devenu rarissime, en contact avec la souffrance et c'est pour ça que vous et avec la mort. Je dis pas, moi, je suis pas persuadé que ce spectacle m'amuse ni m'intéresse, mais je peux comprendre sa signification, voire même son intérêt social. Donc, je pense qu'il faut pas jeter nécessairement livrer sur la corrida.
quelque chose d'excessivement respectable, mais aussi qui peut être source de débats sans nom à notre époque, une époque qui ne veut plus voir la souffrance en face. Et je rajoute une petite chose. Oui. Moi, je préférerais quand même qu'on aille se parler du bien-être animal dans les abattoirs, peut-être autour de Béziers, autour de Nîmes, autour de Paris, où je pense au bien-être des animaux qui sont parfois tués dans des conditions absolument déplorables, mais aussi à la détresse psychologique des ouvriers qui y travaillent et qui rentrent le soir avec cette charge mentale. Je vais vous donner la parole dans un instant, Loïc Hervé. Avant ça, la réponse de Thierry Elie. Vous êtes en minorité autour de cette table, c'est pourquoi vous parlerez davantage, évidemment. Je vous remercie infiniment. Quand j'écoute monsieur qui est avocat... non, je ne suis pas avocat. Hein. Non, vous faites l'avocat. Mais je peux faire l'avocat de la corrida. C'est ce que vous faites en tout cas. D'accord, parfait. Oui, quand j'entends ces beaux discours qu'on connaît depuis pratiquement des décennies, ces circonvolutions intellectuelles pour expliquer la corrida, les métaphores incessantes, etc., etc. Mais c'est facile de disserter quand on est en sécurité sur les gradins des arènes et qui, en attendant, risque sa vie, qui, en attendant, souffre. Parce que dans les arènes, une corrida, le sang animal coule principalement, mais parfois le sang humain. Alors les gens qui sont au ces beaux discours, qui prennent des risques, qui fassent des choses par rapport à ça. Et quant à vous dites une dérogation effectivement, ça veut dire que sur 90% du territoire français, vous qui êtes juriste, la corrida est interdite. Bien sûr. Est interdite sur acte de cruauté, sur animaux. Ça veut dire que sur 10%, l'animal ne souffre plus. C'est sur la minorité qui empathie, quoi. Emmanuel. Oui, non, je rebondis sur ces arguments. Effectivement, moi je pense que c'est un faux problème, le problème de la corrida. Je pense que c'est un bouc émissaire pour toute autre chose, qui est notamment le bien-être animal. Sachant que là, on parle d'un spectacle effectivement de 15 minutes par animal, alors qu'avant, on ne pense pas à son bien-être. C'est-à-dire que l'animal a vécu pendant au moins 4 ans dans un champ libre. Donc, on parle bien d'un animal non domesticable et non domestiqué. Ce n'est pas un bœuf, ce n'est pas un mouton, ce n'est pas un animal qu'on peut prendre chez nous. Oui, et donc l'herbivore n'a pas le droit d'avoir des actions de combattant. Une personne à la fois. Je pense quand même qu'au niveau de la faune et de la flore, de l'éthique écologique, l'élevage bovin de taureaux braves remplit toutes les cases. Alors, vrai argument d'ailleurs, justement, la réponse de Thierry Elie. En revanche, la ferme des 1000 vaches, je pense que ça, il faut le fermer. Si on fait abstraction, Thierry Elie, autre argument, des dernières minutes de la vie du taureau, sa vie aurait été plus belle que ceux qu'on pourrait manger en steak haché, qui aurait eu une vie qui serait terminée dans un abattoir industriel. Franchement, quel argument. Il est heureux pendant 4 ans, dans le campo, comme on appelle cela, et pour finir dans quelles circonstances? Dans un bain de sang, au milieu d'une arène où il y a 1000 personnes qui applaudissent, qui se réjouissent, sans aucune compassion, sans aucune pitié. Mais où est le respect de l'animal? Où est-il? Parce que une chose que j'aimerais dire, parce que c'est très important, c'est que c'est un débat où nous sommes confrontés à l'irrationnel le plus absolu. C'est-à-dire que les taurins prétendent aimer et respecter le taureau au-delà de tout. Et comment peut-on aimer et respecter un animal qu'on met en charpie, qui devient une masse sanguinolente, qui pisse le sang, qui souffre, qui n'en peut plus, et à la fin qui est traîné comme une charogne par des chevaux, comme sur le sable, sans aucun respect, sans rien. Mais on est confronté, je le répète, à un irrationnel qui est absolument presque unique. C'est incroyable. En fait, ils n'aiment pas l'animal en tant que tel. Ils aiment l'objet de leur passion. Ce n'est pas la même chose. On n'aime pas un animal qu'on torture, je suis désolé. Loïc Hervé. Alors moi non plus, je suis d'une région qui n'est pas une région de tradition de corrida, c'est la Haute-Savoie. On a d'autres pratiques dans les Alpes françaises, qui sont notamment les combats de vaches de race et reims, mais qui ne donnent pas lieu à la mort de l'animal, mais qui sont des vrais combats et qui peuvent donner lieu à des blessures des animaux. Et il m'est arrivé d'assister à ce type de combat. Je suis allé à la corrida 2 fois. La première fois, on ne m'a rien expliqué. J'ai pas tellement compris ce qui se passait. J'ai pas trouvé grand intérêt à ça. Et la deuxième fois, j'y suis allé avec des personnes qui étaient capables de m'expliquer un peu les différentes choses qui sont évoquées ce soir. Mais moi, l'argument qui me touche le plus, parmi tous les arguments qui ont été évoqués, c'est que, évidemment, c'est une exception.
et parce que ça correspond à une tradition française dans un certain nombre de villes de notre pays. Et que moi j'en ai un peu assez, qu'à chaque fois qu'une tradition déplaît à certains, on soit obligé de déterrer le pays, de finalement lui enlever tout relief, et d'avoir une espèce de pays politiquement correct, où finalement, évidemment, on regarde pas ce qui se passe dans les abattoirs, mais là, il faut faire quelque chose de symbolique, avec l'interdiction de la corrida, ou avec l'interdiction des poneys dans les parcs à Paris. C'est ces espèces de logiques permanentes qui font que des choses qui existent depuis de manière séculaire dans un certain nombre de territoires, qui sont évidemment des questions qui ont été abordées devant les tribunaux français, qui ont été évoquées et à de nombreuses reprises au Parlement, donc sont des questions qui ont été tranchées. Moi, j'aimerais bien qu'on laisse ces débats de côté et qu'on se penche sur des débats, ou notamment sur la question de la condition animale, qu'on aille sur des sujets qui sont peut-être plus massifs, plus importants que ces questions purement symboliques. Et encore une fois, je respecte totalement les anti-corridas, y compris les anti-corridas à Béziers, qui ont totalement le droit de s'exprimer. Même le maire de Béziers, qui est vraiment quelqu'un que je combats politiquement d'habitude, a reconnu qu'on pouvait tout à fait être contre la corrida dans ce pays. C'est la démocratie. Mais aussi. Comme lui, je pense qu'à un moment, il y a un certain nombre de traditions dans le pays qu'il s'agit de respecter, qu'on n'est pas obligé de tout supprimer tout le temps au motif que ça contrevient à un certain nombre de gens minoritaires dans notre pays. Thierry Yeli. Pas quand elles sont cruelles, monsieur. Enfin, vous vous rendez compte, si on avait conservé toutes les traditions cruelles, on en serait. On brûlait des chats là, en place publique, ça faisait rire tout le monde. C'était une tradition à laquelle il ne fallait pas toucher. Et je ne parle pas des traditions concernant les humains, le supplice de la roue, les pendaisons publiques, etc. Tout ça a disparu, et heureusement. La corrida est restée le dernier lieu d'une torture caractérisée en public en 2023. Mais c'est aberrant, ça. C'est aberrant. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Louis Hervé ? Je vous en prie, monsieur. Par rapport à votre coloration politique. Connaissez-vous rappelez-vous comment dirais-je, la première adhérente qui a adhéré au parti UDI, qui vous est cher parce que vous êtes... Oui, c'est Madame Simone Veil. Ah, vous le savez, ça me fait plaisir de l'entendre, parce que Simone Veil, c'est-à-dire qu'elle a signé contre la corrida. Et j'ai un respect immense pour cette très grande personne, mais je peux avoir un point de désaccord avec elle sur ce point de... Et Madame Simone Veil, on ne peut pas lui donner des leçons de souffrance. Non, effectivement. C'est un peu indécent de comparer la souffrance, la torture des animaux avec ceux qu'on connaît, les horreurs de la guerre, etc. Oui. Et elle, non. Moi, elle m'a écrit personnellement, elle a signé un manifeste en m'expliquant que ça la réjouissait, que la violence qui en émanait, elle ne la supportait pas, et elle a signé sans hésiter. Alors, si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre, monsieur Hervé. Alors, donc, c'est vrai, c'est bon. Moi, je ne comprends pas qu'il nous faille expliquer l'évidence que torturer une bête, alors évidemment, c'est enrobé avec beaucoup d'apparat, beaucoup de farces, de couleurs chatoyantes et de musique, mais à côté, derrière, ça cache quoi ? Un animal qui n'a rien demandé, je le répète, qui se fait torturer à l'arme blanche. Moi, ça me rappelle un petit peu la chanson de Cabrel. Le pauvre taureau, quand il est exsangue, il regarde autour de lui, il n'y a pas un regard de pitié sur lui. Il n'y en a pas un. Tout le monde est dans sa folie, dans l'effervescence, sans aucune compassion, sans rien. En 2023, ça paraît aberrant, quoi. J'aimerais poser la question à Emmanuel, puisque vous adorez la corrida, vous y assistez. C'est quoi le regard ? Comment vous regardez le taureau quand il est en train d'expirer ? Oui, alors mais moi bizarrement, par contre, je n'ai pas d'opinion sur Monsieur Thierry Yeli, ni les sentiments, ni les ressentis qu'il peut émettre sur un sujet comme celui-là ou sur un autre. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il émettrait un sentiment à notre part. Voilà. Donc voilà. Donc effectivement, il parlait et du regard qu'on a sur le taureau. Moi, je trouve pas que ça soit de la torture, mais bon, parce que j'aime la corrida. Je pense plutôt que c'est au contraire salvateur, et que ça permet d'avoir des valeurs dans une vie. Des valeurs, mon Dieu. Oui, des valeurs morales, car on a quand même une éthique. Une éthique quand on aime la corrida, il me semble. Après, voilà, c'est pareil, j'émets mon opinion. Voilà, et bien sûr que vous l'émettez. Voilà. Et vous êtes là pour ça aussi, Emmanuel. Mais en tout cas, ça vous donne des valeurs. Quelles valeurs ? Et ce sera votre mot de la fin. Des valeurs de vie, des valeurs de justesse.
Oui, monsieur. Oui. Un spectacle où le sang bouillonne, où l'animal souffre, où les gens sont animés par des pulsions. Mais c'est votre ressenti, nous on le ressent pas comme ça. Et moi je ne le ressens pas comme ça. Et vous ne serez pas d'accord évidemment. Et c'était 80% de Français, madame. Mais par contre, effectivement, quand j'écoute la chanson de Francis Cabrel, La Corrida, je la trouve magnifique. Mais parce qu'elle glorifie pour moi l'acte de la corrida. Au contraire, je trouve pas qu'elle... C'est pas tout à fait ce qu'il a voulu faire, Francis Cabrel. Allez, je vais reprendre un petit peu la parole parce que c'est difficile si vous parlez tous les deux en même temps, mais je vous remercie quand même de le faire de cette manière-là. Je voudrais la donner à Nicolas Corato en quelques mots, peut-être pour conclure. Quel regard on a sur cet animal ? Eh ben, c'est un regard, je reprends les mots d'un des débatteurs. Oui, on est dans l'irrationnel, mais peut-être aussi qu'on a besoin de garder des parts d'irrationnel dans notre société. Moi, je pense que la morale n'a pas sa place partout. Parce que l'ordre moral, c'est pas bon. Voilà. Et il y a des traditions, il y a des croyances qui nous dérangent, qui nous heurtent. Moi, je ne pense pas que les spectateurs à la corrida se repaissent de la mort du taureau. Je pense que pour y avoir assisté, moi aussi, j'ai pas été complètement converti, mais on ressent beaucoup de frayeur. On est saisi, c'est comme diraient les jeunes, c'est parfois très malaisant. Je veux dire, j'ai pas vu des gens plein d'endorphines en se disant que le taureau meurt, que je puisse me régénérer. On n'est pas là-dedans. On assiste à quelque chose qui est grave et qui nous saisit et qui, d'une certaine manière, dramatique. Donc oui, l'irrationnel a sa place dans notre société et parfois il faut garder des petites parts d'irrationnel et ne pas tout mettre sous le contrôle de la morale. Un mot, Loïc Hervé, ensuite Thierry Elie va conclure. Je trouve que c'est un élément très important de ce qui dit beaucoup de notre société contemporaine. Et d'ailleurs, la morale, on l'avait rangée dans une petite boîte, puisque en combattant le magistère de l'Église catholique, on a finalement voulu une société beaucoup plus libérale et libérée. Et ce sont de nouvelles formes de morale. Moi, je le vois au Parlement dans nos travaux, hein, cette espèce de définition du bien et du mal, et de personnes qui s'arrogent la capacité de dire qu'au nom de leur propre vision du monde, ils vont dire que telle chose est mal et qu'elle doit être interdite par la loi, et que une autre façon est... Et ça, je m'en méfie, parce que ça conduit à mon avis à de nouvelles formes de totalitarisme. Donc si on peut en rester à l'équilibre qu'on a trouvé en France sur la corrida, c'est-à-dire à un encadrement et à un régime d'exception, je pense qu'on aura finalement à peu près respecter la position de tout le monde, y compris de ceux qui sont contre la corrida. Malgré tout, dans une démocratie, on a le droit de manifester. Et rendez-vous donc, vous le donnez dimanche. Un dernier mot. Bien sûr, c'est pour ça que je vous donne. D'abord, je vous remercie de m'avoir laissé la parole sur un sujet aussi sensible. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on refasse le même débat, mais avec des images, des extraits de films sur la corrida, où on montre l'animal en souffrance absolue. Ah oui, c'est bien, c'est pas possible, mais ce serait intéressant. Et après, aller argumenter et défendre la corrida après avoir vu une pauvre bête exsangue qui souffre le martyre dans un bain de sang. Ça, ce serait intéressant. Et en tout cas, vous appelez avec le comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida à manifester dimanche de 15h à 20h, le 13 août, donc à Béziers, pour l'abolition de la corrida. Merci à vous, Thierry Elie. Et le 9 septembre à Arles, par nos corridas. Exactement. Mais merci à vous en tout cas d'être venu le dire sur Sud Radio, président de la Fédération des luttes pour l'abolition des corridas. Merci Emmanuel de nous avoir appelé au 0826 300 300 dans le Gard. Oui, un mot. Oui, je voudrais juste effectivement dire, je voulais demander pourquoi est-ce qu'il se mettait à la place du taureau et pourquoi est-ce qu'il voulait penser à la place du taureau. Eh bien ça, c'est une question que vous poserez dans un prochain débat, ma chère Emmanuel, puisqu'on est arrivé au terme. Quoi qu'il en soit, merci à vous. Écoutez, merci à vous. Vous avez pu également le dire sur Sud Radio. On va essayer de se réconcilier tous autour d'un magnifique spectacle. C'est le début des Nuits des Étoiles. Et on va vous emmener sur la côte basque dans un instant avec les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio. On est en été avec un ciel absolument magnifique. On a de la chance. Il n'y a pas tant de nuages que ça aujourd'hui sur la France. On a décidé de vous faire profiter de la Nuit des Étoiles. On est toujours avec Nicolas Corato et Loïc Hervé. On accueille notre invité Olivier Fréchet. Bonjour à vous. Oui. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le coprésident de la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque. Un nom, rien que ce nom fait rêver, sachez-le, Olivier Fréchet. Quand on n'y est pas, en tout cas, on aimerait bien être avec vous ce soir. Qu'est-ce que vous organisez dans le cadre de la Nuit des Étoiles ce soir sur la Côte Basque? Alors, ce soir, nous serons à Hasparren, au centre-ville d'Hasparren, la place des Tilleuls. Mais nous avons une série de Nuits des Étoiles là, qui nous attend.
puisque demain, nous serons de nouveau à Hasparren, mais cette fois-ci, ce sera sur les crêtes d'Hasparren. D'accord. Dans un endroit qui est éloigné des lumières pour essayer d'éviter la pollution lumineuse. Samedi, ce sera à Anglet, à la plage des Cavaliers. Et vous allez faire le tour du Pays Basque pendant ces 4 nuits des étoiles. C'est 3 nuits des étoiles, pardon. Oui, Qu'est-ce que la nuit des étoiles pour ceux qui ne connaissent pas forcément votre passion, l'astronomie? Qu'est-ce qu'on peut observer en ce moment qu'on ne pourrait pas observer d'habitude? Alors, la nuit des étoiles, c'est un peu une fête. C'est un moment idéal pour l'observation du ciel nocturne. Parce que, en général, en cette saison, le ciel est favorable, est clair. Et puis parce que là, nous sommes dans une période où il y a un bon créneau pour observer des étoiles filantes, les Perséides. C'est ça, exactement. Voilà, alors il y a donc, si on regarde le ciel avec à l'œil nu ou même avec des jumelles, on voit un spectacle qui est un feu d'artifice que d'habitude, voilà. Exactement, et ça c'est merveilleux. Vous avez prévu d'en profiter vous-même, Nicolas Corato? Oui, moi j'ai prévu d'y participer, pas très loin chez monsieur le sénateur. Et alors j'ai même lu qu'on prévoyait 100 météorites à l'heure, c'est ça quasiment, pendant la fameuse nuit des Perséides, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste. Mais effectivement, ça vaut tous les feux d'artifice. Je pense que ça vaut tous les feux d'artifice. On aura des étoiles plein les yeux. Pareil pour vous, Loïc Hervé, vous êtes de la montagne. Alors le ciel est plus beau d'habitude dans la montagne. Oui, mais c'est vrai que la pollution lumineuse liée à la ville fait que pour vos auditeurs qui voudraient profiter de ces nuits des étoiles, il faut s'écarter le plus possible. Il faut une bonne météo et surtout être si possible sur un point haut et assez loin de ces sources de pollution lumineuse pour pouvoir profiter de ce spectacle. Je me rappelle que j'étais dans le département du Tarn ou du Cantal et que j'avais pu profiter. Le ciel dans le Cantal est sublime, ça c'est vrai. Dernière question, elle sera évidemment pour vous, Olivier Fréchet. Comment on fait pour se renseigner, pour savoir où est-ce qu'on a rendez-vous? Est-ce qu'on doit venir avec un certain matériel ou pas? Non, on vient les mains vides. Le matériel sera mis à disposition par les bénévoles de la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque, SAPCB en résumé. Et il y aura des télescopes, il y aura des lunettes, des jumelles, et puis il y aura même des bénévoles qui seront simplement armés d'une torche lumineuse pour expliquer le ciel à l'œil nu, parce que ça commence par là. Et une fois qu'on a un peu distinguer les principales constellations, alors on peut faire mieux et aller chercher à l'intérieur des constellations des objets d'une beauté extraordinaire. Ça va être magnifique. On vous souhaite de belles nuits des étoiles, mon cher Olivier Fréchet, co-président de la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque. Belle nuit des étoiles au pluriel, il y en a plusieurs, c'est tout le week-end. Profitez-en, c'est absolument magnifique, les Perséides. Merci Nicolas Corato. Merci. Fondateur du think tank Place de la République. Merci à vous Loïc Hervé. Merci. Sénateur centriste de la Haute-Savoie. C'est la fin des Vraies Voix, mais on se retrouve demain. D'ici là, cette information que je vous donne, elle nous parvient à l'instant, elle est extrêmement importante au terme de son sommet. La CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ordonne le déploiement au Niger de sa force d'intervention pour, je cite, y rétablir l'ordre constitutionnel. Il y aurait donc une intervention militaire pour renverser les putschistes et rétablir le président Bazoum. Je rappelle que 1500 soldats français sont toujours présents au Niger. Évidemment, on en reparlera sur Sud Radio pourvu que ça se passe de la manière la plus calme possible. Quoi qu'il en soit, la suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio sera très calme et sera même magnifique, presque avec des accents poétiques, puisqu'on va vous emmener à Montagnac. C'est dans l'Hérault, les routes de l'été avec l'institut le plus célèbre de France. C'est l'ami Gérard Klein qui vous emmène dans un château sublime. On va parler vin et étoiles, vous verrez, c'est superbe.